L'univers n'a pas de contour visible, et pourtant il s'étend. Depuis près d'un siècle, les observations des astronomes confirment que les galaxies s'éloignent les unes des autres comme entraînées par une marée silencieuse. Cette expansion soulève une question vertigineuse. Si l'univers contient tout ce qui existe, dans quoi pourrait-il bien croître? L'idée d'un dehors paraît contradictoire, et pourtant notre imagination cherche un espace qui l'accueillerait, une enveloppe où se déploierait son immensité. Mais peut-être ce besoin d'un extérieur n'est-il qu'un reflet de nos limites à concevoir l'infini. Les grandes civilisations anciennes dressaient des cartes du monde où le ciel formait une voûte, comme si le cosmos avait un plafond solide. Plus tard, la pensée moderne a brisé ces illusions, mais la question demeure. L'expansion est-elle comparable au gonflement d'une bulle dans un vide sans bornes, ou bien s'agit-il d'une transformation interne, sans horizon extérieur? La relativité générale, qui décrit l'espace et le temps comme un tissu unique, nous oblige à abandonner nos repères ordinaires. L'espace ne s'agrandit pas dans quelque chose, il change d'échelle de l'intérieur. Pourtant, cette explication laisse subsister un malaise, car imaginer un tout sans dehors, un cadre sans contenant, semble défier le bon sens. À mesure que l'on explore ce mystère, les frontières entre science et philosophie s'estompent. Le langage des équations côtoie celui des mythes, et la recherche d'une réponse devient presque une méditation sur la nature même de l'existence. Peut-être que ce vertige est inévitable. Comprendre l'expansion de l'univers, c'est aussi confronter notre esprit aux limites de ce qu'il peut concevoir. Depuis que l'être humain a levé les yeux vers le ciel nocturne, il a cherché à comprendre ce qui se cache au-delà des étoiles. La voûte céleste, constellée de points lumineux, a toujours exercé une fascination particulière. Les premières de civilisation y voyaient tantôt la demeure des dieux, tantôt une barrière solide qui séparait le monde des vivants d'un domaine inaccessible. Dans ces sociétés anciennes, la question de l'extérieur de l'univers se posait avec une intensité particulière, car elle était intimement liée à la survie spirituelle et à l'ordre du monde. Imaginer que le ciel puisse n'avoir ni bord ni limite était impensable. L'esprit humain, encore façonné par l'expérience terrestre, concevait forcément l'espace comme une enceinte, un espace clos entouré d'un ailleurs. Les Égyptiens, par exemple, considérèrent le ciel comme le corps d'une déesse immense, arquée au-dessus de la terre. Chez les Mésopotamiens, le firmament était une voûte de cristal séparant les eaux célestes du monde habité. Quant aux Grecs, leur mythe situait les titans, les enfers et les dieux dans des régions bien délimitées, comme si le cosmos devait impérativement être contenu dans un ordre spatial précis. Ces visions mythologiques ne répondaient pas seulement à une curiosité cosmique. Elles permettaient de donner sens à la vie humaine, de situer chaque être dans une architecture plus vaste, où le dehors représentait toujours un mystère dangereux, un espace inconnu que seule la pensée pouvait effleurer. Puis vinrent les premiers philosophes qui cherchèrent à dépasser les mythes pour proposer des explications rationnelles. Anaximandre, l'un des pionniers de la pensée grecque, imaginait que la Terre flottait dans le vide, libre de tout support matériel. Déjà, il pressentait que le cosmos n'était peut-être pas une structure fermée, mais un espace sans limite où les astres se mouvaient dans un ordre éternel. Pourtant, même chez lui, l'idée d'un infini demeurait trouble et difficile à définir. Le mot grec apeiron, qui signifie l'illimité, exprimait une intuition mais pas une compréhension complète. On pressentait que l'univers pouvait échapper aux limites habituelles, mais l'on ne parvenait pas à concevoir réellement ce que cela signifiait. Platon et Aristote, figures centrales de la philosophie antique, consolidèrent des visions qui marqueraient un tombé la pensée occidentale pendant des siècles. Platon situait les astres sur des sphères translucides, parfaites et imbriquées, les unes dans les autres, tournant autour de la Terre. Aristote, de son côté, affirmait que l'univers était fini, mais clos par une sphère des étoiles fixes. Pour lui, rien n'existait au-delà de cette limite, pas même le vide. Il refusait l'idée d'un dehors au cosmos car pour sa logique, il était absurde d'imaginer un espace sans contenu. L'univers était donc un tout parfait, achevé, sans extérieur. Cette conception rassurante offrait une réponse claire. L'univers n'avait pas besoin d'expansion ni de prolongement dans autre chose, il se suffisait à lui-même. Mais même dans ce cadre rigoureux, l'interrogation demeurait. Si le ciel des étoiles fixes constituait une frontière ultime, qu'y avait-il après ? Le simple fait de poser cette question introduisait un malaise. Était-il possible qu'au-delà de cette voûte parfaite, il n'y eût rien, absolument rien ? Cette idée du néant absolu heurtait les esprits, car le vide semblait inacceptable. Comment concevoir un espace qui n'existe pas, une absence qui serait en même temps une limite ? Les penseurs antiques, malgré leurs efforts,
ne parvinrent pas à résoudre cette contradiction. Ils préférèrent affirmer que l'univers était complet, parfait et immuable, un cadre qui contenait toute réalité possible. Avec le temps, d'autres traditions philosophiques s'aventurèrent dans des directions différentes. En Inde, certains textes védiques parlaient encore d'un cosmos infini, où les cycles de création et de destruction se succédaient sans fin, suggérant que l'univers n'était pas unique ni limité, mais inscrit dans un temps éternel. En Chine, le taoïsme imaginait un monde en perpétuel changement, où l'espace et le temps s'écoulaient comme un fleuve sans rivage. Ces visions, bien que très éloignées de la pensée occidentale, rejoignirent en une intuition fondamentale. Il est difficile, voire impossible, de borner le réel, car l'esprit humain est toujours tenté d'imaginer ce qu'il y a. Lorsque l'on contemple ces réflexions anciennes, une constante apparaît. Chaque époque a projeté dans le ciel ses propres représentations, ses peurs et ses espérances. Le cosmos était tantôt une forteresse close, tantôt un océan infini. Mais dans tous les cas, l'homme cherchait à situer sa place face à ce mystère. Car si l'univers a des limites, qu'y a-t-il au-delà? Et si l'univers est infini, comment l'esprit peut-il s'y retrouver sans se perdre? Ces interrogations, vieilles à clé de plusieurs millénaires, résonnent encore aujourd'hui. L'observation du ciel n'a jamais cessé d'alimenter ce vertige. Chaque étoile semblait indiquer une profondeur supplémentaire, un espace qui ne s'arrêtait pas. Même avant l'ère scientifique, l'œil nu suffisait à éveiller la sensation d'un monde qui s'étend au-delà de ce que l'on peut embrasser. C'est peut-être dans ce contraste entre la voûte qui paraît protégée et l'abîme qu'elle laisse deviner que naît la question fondamentale de l'expansion. Si le ciel semble s'éloigner, c'est que l'univers ne se réduit pas à un simple décor fixe. Il a sa propre dynamique, il vit et se transforme, et cela suggère qu'il peut croître. Ainsi, les premières interrogations sur le cosmos ne portaient pas seulement sur sa forme ou sur sa structure, mais déjà sur sa relation avec ce qui n'est pas lui. Le dehors, l'au-delà, le vide, le néant, autant de mots qui traduisent l'impossibilité de penser l'univers sans chercher un cadre où l'inscrire. Pourtant, ces tentatives répétées échouaient toujours à fournir une réponse définitive. Chaque explication semblait se heurter à une évidence plus grande que l'esprit lui-même. Le mystère ne s'épuise pas. Ces premières voix, celles des prêtres, des poètes, des philosophes et des astronomes anciens, forment les échos d'un questionnement universel. Elles témoignent de la difficulté qu'éprouve l'humanité à accepter qu'il puisse exister un tout sans extérieur, un monde sans mur, un espace qui ne s'inscrit dans rien d'autre que lui-même. Ce paradoxe, déjà ressenti il y a des millénaires, continue de nourrir notre quête de compréhension. Car même aujourd'hui, alors que les télescopes scrutent les confins de l'espace et que les équations décrivent l'évolution du cosmos, nous ne cessons de nous demander « l'univers, en s'étendant, où va-t-il vraiment ?» Pendant des siècles, la vision aristotélicienne et ptolémaïque du monde a dominé la pensée occidentale. La Terre, placée au centre de l'univers, semblait immobile tandis que les astres tournaient autour d'elle selon des sphères parfaites. Cette conception offrait un ordre rassurant et s'accordait avec les croyances religieuses qui plaçaient l'humanité au cœur de la création. L'idée même d'un extérieur à l'univers ne se posait pas. Il existait une frontière ultime, celle de la sphère des étoiles fixes, au-delà de laquelle il n'y avait rien de pensable. Pourtant, cette représentation allait être bouleversée de fond en comble à partir du XVIe siècle, inaugurant ce que l'on appelle aujourd'hui la révolution copernicienne. Lorsque Nicolas Copernic proposa son modèle héliocentrique, il ne se contenta pas de déplacer la Terre du centre vers une orbite autour du Soleil. Il remit en cause la notion même de centre cosmique. Si la Terre n'occupait plus la place privilégiée de pivot de l'univers, cela signifiait que l'ordre spatial pouvait être repensé dans sa totalité. En affirmant que notre planète n'était qu'un astre parmi d'autres, Copernic introduisit une idée radicale. Peut-être l'univers n'avait-il pas de centre unique, peut-être était-il structurellement sans point absolu de référence. Cette remise en cause discrète mais fondamentale ouvrait la voie à de nouvelles interrogations, notamment sur la nature même de l'espace. Les contemporains de Copernic avaient encore du mal à se détacher des anciennes conceptions. Mais peu à peu, grâce aux travaux de Kepler et de Galilée, l'héliocentrisme s'imposa. Les orbites planétaires décrites par Kepler révélaient un ordre mathématique subtil, fondé non sur la perfection géométrique des cercles, mais sur l'élégance des ellipses. Galilée, avec sa lunette, montra que le ciel n'était pas immuable. Les montagnes de la Lune, les satellites de Jupiter, les phases de Vénus, autant de preuves que les astres ne se pliaient pas aux dogmes anciens.
L'univers apparaissait plus vaste, plus complexe et surtout plus dynamique qu'on ne l'avait jamais imaginé. Ce bouleversement intellectuel eut un effet direct sur la question de l'extérieur du cosmos. En repoussant la Terre hors de son rôle central, il devenait possible d'envisager un espace sans limite définie. Si l'on pouvait concevoir que d'autres mondes existaient autour d'autres soleils, alors l'idée d'un univers clos devenait fragile. Giordano Bruno fut l'un de ceux qui poussèrent cette intuition à son extrême. Pour lui, les étoiles n'étaient pas des points lumineux fixés sur une sphère lointaine, mais autant de soleils entourés de planètes, et l'espace qui les contenait s'étendait à l'infini. Sa vision d'un cosmos sans bord, peuplé d'une multitude de mondes, était si audacieuse qu'elle lui valut d'être condamnée par les autorités religieuses. Pourtant, elle exprimait déjà cette idée qui résonne encore aujourd'hui. L'univers n'a peut-être pas besoin de frontières. Cette nouvelle manière de penser l'espace introduisait une transformation profonde de notre rapport au vide. Jusque-là, le vide était considéré avec méfiance, voire comme une impossibilité. Aristote avait affirmé que la nature avait horreur du vide, et cette conviction s'était enracinée dans la pensée commune. Mais avec Galilée et ses expériences sur la chute des corps, puis avec Torricelli et l'invention du baromètre, le vide commença à être accepté comme une réalité physique. Dès lors, imaginer que l'espace au-delà des étoiles pouvait n'être qu'un immense vide devint envisageable. L'idée d'une expansion ou d'un univers sans limite gagnait un cadre conceptuel nouveau. Au XVIIe siècle, Isaac Newton alla encore plus loin. Avec sa loi de la gravitation universelle, il montra que les mêmes forces régissaient aussi bien la chute d'une pomme que le mouvement des planètes. Son univers était infini, homogène et rempli d'étoiles soumises à une même loi. Dans une telle conception, il n'existait pas de centre privilégié ni de sphère ultime. L'espace se déployait à perte de vue, et la question d'un dehors se dissolvait dans l'idée d'une infinité. Pourtant, cette vision posait un paradoxe. Si l'espace est infini et peuplé d'innombrables étoiles, pourquoi la nuit est-elle noire ? Ce problème, connu sous le nom de paradoxe d'Olbers, allait hanter les astronomes pendant des siècles, jusqu'à ce que la théorie de l'expansion de l'univers propose une explication satisfaisante. Mais à l'époque de Newton, la question de l'extérieur de l'univers se transformait déjà. Il ne s'agissait plus de savoir ce qu'il y avait au-delà d'une frontière, mais de comprendre comment un espace infini pouvait exister et demeurer stable. La révolution copernicienne fut donc bien plus qu'un simple changement de modèle astronomique. Elle inaugura une nouvelle manière de penser le cosmos, où l'humanité cessait de se croire au centre et où l'espace n'était plus limité par des sphères. Elle força la pensée à envisager un univers ouvert, sans cloison, sans fin évidente. L'angoisse du néant extérieur céda la place à une autre forme de vertige, celui d'un espace peut-être infini, dans lequel la Terre n'était qu'un minuscule point. Ce déplacement radical continue d'influencer nos conceptions actuelles. À mesure que les siècles passaient, les découvertes scientifiques ne cessaient de repousser les limites du connu. Chaque nouvelle génération d'astronomes révélait un univers plus vaste que ce que l'on croyait auparavant. Des amas d'étoiles aux nébuleuses, des galaxies aux superamas, l'échelle cosmique s'élargissait sans cesse. Chaque avancée rendait plus improbable l'idée d'une frontière tangible. Si l'on découvrait encore et encore de nouveaux horizons, comment imaginer un bord final ? Et si ce bord n'existait pas, pouvait-on encore parler d'un extérieur ? La révolution copernicienne n'a donc pas seulement déplacé la Terre, elle a déplacé la pensée humaine tout entière. Elle a ouvert la voie à une conception de l'univers où la question du dehors devient à la fois plus pressante et plus insaisissable. Car en retirant à l'humanité son rôle central, elle l'a aussi confrontée à l'immensité d'un cosmos dont les contours échappent à l'imagination. Et cette immensité, loin d'apporter une réponse définitive, ne fait qu'attiser la question. Si l'univers n'a pas de centre et qu'il n'a pas de bord, comment comprendre son expansion ? Au moment où la révolution copernicienne ouvrait la voie à un espace sans limite, la philosophie et les mathématiques commencèrent à s'aventurer sur un terrain encore plus vertigineux, celui de l'infini. Longtemps, ce concept avait été manipulé avec prudence, presque comme une idée dangereuse. L'esprit humain, habitué à mesurer, à comparer, à délimiter, éprouve des difficultés à concevoir ce qui ne connaît pas de bornes. Pourtant, dès la Renaissance, et plus encore à l'époque moderne, l'infini devint une catégorie centrale pour penser l'univers. Imaginer un cosmos infini, c'était briser une barrière mentale et reconnaître que toute limite imposée à la réalité ne pouvait être qu'arbitraire. Les mathématiques jouèrent ici un rôle décisif.
Déjà dans l'Antiquité, des penseurs comme Zénon avaient le proposé des paradoxes qui montraient la difficulté de penser l'infini. C'est son célèbres apories, comme celle d'Achille et de la tortue, montrant que diviser un espace en parties infinies menait à des contradictions. Mais à la Renaissance, les travaux de mathématiciens comme Galilée ou plus tard Cantor permirent de donner à l'infini une véritable existence conceptuelle. Galilée, par exemple, soulignait que l'ensemble des nombres entiers et celui de leur carré semblaient avoir le même nombre d'éléments, bien que l'un soit inclus dans l'autre. Cette idée paradoxale révélait que l'infini obéissait à des lois différentes de celles des quantités finies. L'esprit devait accepter que l'infini n'était pas seulement une grandeur illimitée, mais une catégorie propre, avec ses règles et sa logique. Dans le domaine cosmologique, cette réflexion se traduisit par une remise en cause des limites du cosmos. Si les nombres peuvent se prolonger à l'infini, pourquoi pas l'espace ? Giordano Bruno, héritier de Copernic mais aussi visionnaire solitaire, osa affirmer que l'univers devait être infini, peuplé d'une infinité de mondes. Il affirmait que l'idée d'un cosmos fini était indigne de la grandeur divine, et qu'un Dieu infini devait nécessairement créer un univers infini. Même si ces intuitions relevaient de Porce davantage de la métaphysique que de la science, elles exerçaient une influence profonde sur l'imaginaire collectif. Penser un univers sans limite devenait non seulement possible, mais presque nécessaire. Au XVIIe siècle, Descartes développa une vision particulière de l'espace. Pour lui, le vide n'existait pas, l'espace était identique à la matière. Ainsi, l'étendue était infinie, car rien ne pouvait la contenir. Cette conception cartésienne ouvrait une voie nouvelle, mais elle soulevait aussi des difficultés. Si l'espace est infini, comment comprendre le mouvement, l'ordre et la cohérence du cosmos ? Newton, de son côté, ne craignait pas d'assumer un espace infini, homogène et isotrope, c'est-à-dire identique en toutes directions. Dans ce cadre, l'infini devenait non plus une hypothèse spéculative, mais une donnée de base de la physique. Pourtant, cet infini newtonien posait un vertige. Un espace sans fin, rempli de matière, devait être instable, car la gravitation aurait dû conduire à un effondrement. Ce paradoxe montrait que l'infini, même intégré à la science, restait difficile à maîtriser. Parallèlement, la théologie continuait d'influencer le débat. Pour certains penseurs, affirmer l'infini de l'univers revenait à nier la singularité de la création divine. Pour d'autres, au contraire, un univers infini était le reflet le plus fidèle d'un Dieu infini. Ainsi, le débat sur la taille et les limites du cosmos ne se réduisait pas à une question d'astronomie. Il engageait des conceptions fondamentales de l'existence, de la divinité et de la place de l'homme. L'infini, loin d'être un simple concept abstrait, devenait une manière de confronter l'esprit humain à ce qui le dépasse. À partir du XIXe siècle, les progrès des mathématiques donnèrent à l'infini une précision nouvelle. Georg Cantor, en particulier, révolutionna la manière dont on concevait les grandeurs infinies. Il montra qu'il existait plusieurs niveaux d'infini, certains plus grands que d'autres. L'idée que l'infini n'était pas uniforme mais hiérarchisé bouleversait les esprits. Cela signifiait que même l'infini pouvait être mesuré, classé, analysé. En parallèle, la physique explorait des échelles de plus en plus vastes. Les astronomes découvraient que les nébuleuses dans un sens étaient en réalité d'immenses galaxies, et que l'univers était infiniment plus vaste que ce que l'on croyait. Plus on avançait, plus la perspective d'un cosmos infini semblait plausible. Pourtant, concevoir un univers infini posait toujours la même difficulté. Comment l'imagination humaine peut-elle saisir une réalité sans bord ? Lorsque nous essayons d'imaginer l'infini, nous avons tendance à visualiser un espace qui s'étend indéfiniment. Mais même dans cette représentation, il y a toujours un spectateur placé à l'extérieur, un regard qui contemple la scène. L'esprit humain, prisonnier de ces catégories spatiales, peine à concevoir un tout qui ne s'inscrive pas dans quelque chose de plus grand. Cette limitation explique pourquoi la question du dehors de l'univers demeure si tenace. Penser l'infini oblige à renoncer à l'idée d'un contenant, mais notre pensée revient toujours à chercher un cadre invisible. L'infini, dans l'histoire des idées, oscille donc entre une évidence et une impossibilité. Évidence car chaque fois que l'on tente de poser une limite, on est obligé d'imaginer ce qui se trouve au-delà. Impossibilité car dès que l'on veut saisir l'infini avec précision, il échappe, se dérobe, défie la représentation. C'est pourquoi les plus grands esprits l'ont abordé avec un mélange d'admiration et de crainte. Pascal, par exemple, écrivait dans ses pensées que l'homme se trouve perdu entre deux abîmes, celui de l'infiniment petit et celui de l'infiniment grand.
Ce vertige, loin d'être une faiblesse, exprime peut-être la véritable grandeur de l'esprit humain, sa capacité à se confronter à ce qui le dépasse. Dans le contexte cosmologique, l'infini reste une énigme essentielle. Un univers infini peut-il réellement exister, ou bien notre esprit projette-t-il simplement son incapacité à accepter une frontière? Certains modèles modernes de cosmologie décrivent l'univers comme fini mais sans bord, à l'image de la surface d'une sphère qui, bien que limitée, n'a pas d'extérieur. D'autres envisagent au contraire un espace véritablement infini qui s'étend dans toutes les directions sans fin. Dans les deux cas, la question de l'extérieur perd son sens habituel, car si l'espace est fini sans bord, il n'a pas besoin de dehors. Et si l'espace est infini, il englobe déjà tout, ne laissant aucune place pour un extérieur. Réfléchir à l'infini, c'est donc aussi réfléchir à la condition humaine. Nous vivons dans des corps finis, dans un temps limité, sur une planète délimitée. Et pourtant, notre esprit a la capacité d'imaginer ce qui ne connaît pas de fin. Cette faculté, à la fois source d'angoisse et de fascination, est peut-être ce qui nous relie le plus intimement au cosmos, car en pensant l'infini, nous nous inscrivons dans une continuité qui dépasse nos existences individuelles. Nous pressentons que le réel est plus vaste que tout ce que nous pouvons contenir, et ce pressentiment nourrit à la fois la science, la philosophie et la poésie. Ainsi, l'infini imaginé n'est pas seulement un concept mathématique ou une hypothèse cosmologique. C'est un miroir tendu à l'esprit humain, un espace intérieur où se reflètent nos limites et nos aspirations. Chaque tentative de le saisir révèle davantage notre désir de comprendre que notre capacité à le maîtriser. Mais peut-être est-ce là l'essentiel. L'infini ne se laisse pas enfermer dans une définition, il demeure une invitation permanente à élargir notre horizon. Lorsque l'on évoque les frontières de l'univers, une confusion se glisse presque toujours dans l'esprit. Nous sommes habitués dans la vie quotidienne à ce que chaque objet possède une forme, un contour, un intérieur et un extérieur. Une maison a des murs, un pays a des frontières, un océan se termine sur une côte. Mais l'univers ne se comporte pas comme ses réalités familières. Penser ses limites demande d'abandonner nos intuitions ordinaires. C'est là que le vertige commence, car nos catégories mentales résistent à l'idée qu'il puisse exister un tout qui n'a pas besoin de dehors. Depuis les débuts de l'astronomie moderne, la notion de frontière cosmique a évolué sans cesse. Au temps d'Aristote et de Ptolémée, les étoiles fixes délimitaient sans la sphère ultime, au-delà de laquelle il n'y avait rien. Lorsque Copernic déplaça la Terre du centre, l'espace se déploya sans bord défini, et avec Newton, il devint virtuellement infini. Mais une énigme persistait. Si l'univers est infini, comment comprendre son ordre, sa cohérence et surtout son origine? Si au contraire il est infini, où s'arrêtent alors ses confins et que trouve-t-on après? La relativité générale d'Einstein, au début du XXe siècle, bouleversa radicalement cette manière de poser la question. Pour la première fois, l'espace et le temps n'étaient plus de simples décors où les événements se déroulaient, mais des composantes dynamiques de la réalité. La matière et l'énergie courbent l'espace-temps, et ce dernier, en retour, dicte aux astres leur mouvement. Dans ce cadre, parler de frontières prend un sens nouveau. L'espace n'est pas un récipient qu'on pourrait remplir, il est la trame même de l'univers. Vouloir lui chercher un extérieur revient à demander ce qu'il y a au nord du pôle Nord. La question semble logique, mais elle n'a pas de sens dans la structure même de l'espace-temps. Pourtant, la tentation demeure forte. Lorsque l'on observe le ciel avec un télescope, on ne peut s'empêcher d'imaginer que quelque part, au-delà des galaxies les plus lointaines, il existe un bord. Les images captées par le télescope spatial Hubble ou par le James Webb révèlent des milliers de galaxies concentrées dans un fragment minuscule du ciel. Ces visions donnent l'impression d'un océan cosmique inépuisable. Mais même dans ces images, il y a une limite, celle de notre horizon cosmologique. Nous ne voyons pas l'univers dans sa totalité, mais seulement ce qui nous est accessible depuis notre position et notre temps. La lumière voyage à une vitesse finie, et au-delà d'une certaine distance, elle n'a pas encore eu le temps de nous parvenir depuis le Big Bang. Cet horizon ne constitue pas une frontière absolue de l'univers, mais la limite de notre connaissance. Ce que nous voyons n'est qu'une bulle d'observation, un fragment de la totalité. Au-delà, il existe peut-être encore un espace immense, ou bien d'autres régions inaccessibles. La frontière de l'univers, si elle existe, ne se confond donc pas avec ce que nous percevons. Elle n'est pas une paroi, mais une limite conceptuelle. Dans certains modèles cosmologiques, l'univers est infini mais sans bord, comme la surface d'une sphère en 3 dimensions.
Lorsque l'on marche à la surface de la Terre, on ne rencontre jamais de mur, et pourtant la surface est limitée. De même, un espace tridimensionnel peut être fini sans avoir de frontières. Cette analogie, bien qu'imparfaite, permet de comprendre comment l'univers peut avoir une taille déterminée tout en n'ayant pas d'extérieur. Mais d'autres modèles vont plus loin encore. Certains physiciens envisagent que l'univers puisse être infini dans l'espace sans aucune limite de volume. Dans ce cas-là, la notion de frontière disparaît totalement, et avec elle la question d'un dehors. Pourtant, un univers infini soulève d'autres difficultés. Si l'espace est réellement sans fin, alors chaque configuration possible de matière devrait se répéter quelque part, et il existerait une infinité de copies de notre monde. Cette perspective, fascinante et troublante, remet en cause notre unicité et questionne la signification même de l'existence. Entre ces deux visions, un univers fini sans bord ou un univers infini, la science hésite encore. Les observations du fond diffus cosmologique, cette lumière fossile du Big Bang, permettent de mesurer la courbure globale de l'espace. Jusqu'à présent, les données indiquent que l'univers est presque plat, ce qui suggère qu'il pourrait être infini. Mais les marges d'incertitude laissent ouverte la possibilité d'un cosmos courbe et clos. L'incertitude persiste, et la frontière de l'univers demeure une énigme. Penser la frontière du cosmos, c'est aussi se confronter à la notion de temps. Car si l'espace a une histoire, si l'univers s'est dilaté depuis le Big Bang, alors sa limite n'est pas seulement spatiale mais temporelle. Plus nous regardons loin, plus nous voyons tôt. Les galaxies les plus lointaines apparaissent telles qu'elles étaient il y a des milliards d'années. Ainsi la frontière que nous contemplons est aussi celle du passé. Le bord de notre visibilité coïncide avec les premiers instants du cosmos. Mais au-delà de cette barrière temporelle, il est impossible d'observer quoi que ce soit. Le mur de lumière du Big Bang agit comme une frontière ultime de notre savoir. Il existe cependant des hypothèses encore plus audacieuses. Certaines théories de la physique contemporaine suggèrent que notre univers pourrait n'être qu'une bulle au sein d'un multivers. Dans ce cas, la frontière ne serait pas celle de l'espace, mais celle qui sépare notre bulle d'autres univers aux lois différentes. Ces bulles pourraient entrer en collision, générer de nouveaux univers ou demeurer éternellement séparées. Ici, la notion de frontière prend un sens presque biologique. Le cosmos se diviserait en régions multiples, comme des cellules dans un organisme. Mais ces idées restent spéculatives, et rien ne prouve que nous pourrons un jour les tester. La frontière de l'univers n'est donc pas une ligne qu'on pourrait franchir, mais un concept qui interroge nos limites intellectuelles. Elle nous oblige à distinguer ce qui est visible de ce qui est réel, ce qui est mesurable de ce qui est concevable. En ce sens, elle agit comme un miroir tendu à notre pensée. Car ce que nous appelons frontière n'existe peut-être pas dans le cosmos, mais seulement dans notre manière de l'imaginer. La fascination pour une limite tangible se retrouve pourtant partout dans la culture. Dans les récits mythologiques, les héros atteignent toujours une extrémité du monde, une porte ouvrant sur l'inconnu. Dans la littérature moderne, de Jules Verne à la science-fiction contemporaine, l'idée d'aller au bout de l'univers reste un motif obsédant. Même aujourd'hui, avec les sondes spatiales qui s'aventurent au-delà du système solaire, on parle de franchir des frontières, alors qu'en réalité, il n'existe aucun mur, seulement une distance croissante et un silence plus profond. Ce désir d'une frontière est peut-être lié à notre condition terrestre. Nous vivons dans un monde où tout est limité, mesuré, balisé. Nos voyages se terminent sur des rivages, nos constructions sur des murs. Imaginer un univers sans bord, sans mur, sans extérieur, c'est affronter une expérience qui défie notre sens commun. C'est accepter qu'il existe une réalité dont les règles ne se plient pas à notre habitude de penser en termes de dedans et de dehors. La science nous apprend que chercher une frontière matérielle à l'univers n'a pas de sens. Pourtant, le besoin de l'imaginer persiste. Ce paradoxe dit beaucoup de notre rapport au savoir. Nous voulons comprendre, mais aussi visualiser. Nous voulons représenter, mais certaines réalités se refusent à toute image claire. Ainsi, les frontières de l'univers ne se laissent pas tracer par une ligne, mais par un horizon intellectuel. Elles marquent la limite de ce que nous pouvons concevoir, et non de ce qui existe réellement. Au tournant du XXe siècle, l'univers semblait figé, éternel et immuable. La plupart des astronomes considéraient que les galaxies formaient une structure statique, suspendue dans un espace stable.
Newton lui-même, malgré son intuition d'un espace infini, imaginait un cosmos immobile, où les forces de gravitation se compensaient de manière parfaite. Mais cette vision rassurante allait s'effondrer lorsque l'observation et la théorie se rejoignirent pour révéler que l'univers n'était pas immobile, il était en expansion. Cette découverte, l'une des plus bouleversantes de l'histoire de la science, changea à jamais notre manière de penser les frontières du cosmos et la question de son extérieur. Tout commença par une énigme. En 1912, l'astronome américain Vesto Slipher mesura le spectre de plusieurs nébuleuses Tibright Nebula Spiral, ces taches floues que l'on observait dans le ciel. Il remarqua que la lumière de la plupart d'entre elles était décalée vers le rouge, comme si elles s'éloignaient de nous à grande vitesse. À l'époque, on ne savait pas encore que ces nébuleuses étaient des galaxies, semblables à la Voie lactée. Mais déjà un indice surgissait. L'espace semblait animé d'un mouvement global. Quelques années plus tard, Albert Einstein publia sa théorie de la relativité générale. Ses équations décrivaient un univers dynamique, sensible à la répartition de la matière et de l'énergie. Pourtant, Einstein lui-même hésitait à accepter cette conséquence. Attaché à l'idée d'un cosmos statique, il introduisit dans ses équations une constante cosmologique destinée à contrebalancer la gravitation et à maintenir l'univers en équilibre. Il considéra plus tard que ce fut la plus grande erreur de sa vie, car très vite, d'autres physiciens montrèrent que l'univers n'avait nul besoin de cette correction artificielle. Ses lois fondamentales impliquaient naturellement une expansion ou une contraction. Parmi eux, le mathématicien russe Alexandre Friedmann proposa en 1922 une solution des équations d'Einstein qui décrivait un univers en expansion. Quelques années plus tard, le prêtre et physicien belge Georges Lemaître développa une idée similaire, allant jusqu'à imaginer que le cosmos avait commencé à partir d'un atome primitif, une sorte de germe initial qui s'était dilaté pour donner naissance à l'espace et au temps. Ces propositions restaient théoriques, mais elles ouvraient un chemin nouveau, celui d'un univers vivant en perpétuel changement. La confirmation décisive vint en 1929 grâce aux observations d'Edwin Hubble. Utilisant le grand télescope du mont Wilson, Hubble mesura la distance de nombreuses galaxies et confirma que plus elles étaient éloignées, plus leur lumière présentait un décalage vers le rouge. Autrement dit, plus une galaxie était loin, plus elle s'éloignait rapidement de nous. Cette relation, aujourd'hui connue sous le nom de loi de Hubble, révélait l'expansion de l'espace lui-même. Loin d'être immobile, l'univers s'étirait dans toutes les directions. Ce n'étaient pas les galaxies qui traversaient un espace vide, mais l'espace entre elles qui grandissait. Cette découverte bouleversa notre rapport au cosmos. Pour la première fois, on comprenait que l'univers avait une histoire. S'il est en expansion aujourd'hui, cela signifie qu'il était plus dense et plus compact dans le passé. En remontant le temps, on atteint un moment où toute la matière et toute l'énergie étaient concentrées dans un état extrêmement dense et chaud, ce que l'on appellera plus tard le Big Bang. L'univers n'était donc pas éternel, mais issu d'une naissance, d'un commencement. Cette idée transforma radicalement la manière dont les scientifiques et les philosophes abordaient la question de l'extérieur, car si l'espace et le temps eux-mêmes ont eu un début, alors que signifie en dehors ou avant ce moment initial, l'expansion de l'univers ne doit pas être imaginée comme une explosion projetant de la matière dans un vide préexistant. C'est l'espace lui-même qui s'étire comme la surface d'un ballon que l'on gonfle. Chaque point s'éloigne des autres, non pas parce qu'il se déplace à travers un milieu, mais parce que le milieu lui-même change d'échelle. Cette analogie, souvent utilisée permet de comprendre pourquoi il n'y a pas de centre d'expansion. Dans un ballon, chaque point de la surface voit tous les autres s'éloigner à mesure qu'on le gonfle. De même, dans l'univers, chaque galaxie observe les autres s'éloigner. Le mouvement est au global, sans origine localisée. L'expansion a aussi une conséquence vertigineuse. Il existe une limite à ce que nous pouvons voir. Comme la lumière met du temps à voyager, nous n'apercevons les objets lointains qu'après un délai immense. Plus une galaxie est éloignée, plus nous la voyons dans son passé. Ainsi, l'expansion se conjugue avec le temps. Elle nous permet d'observer non seulement des distances, mais aussi des époques révolues. Lorsque nous contemplons le fond diffus cosmologique, cette lueur fossile émise 382 000 ans après le Big Bang, nous voyons presque jusqu'aux origines de l'espace-temps.
L'horizon cosmologique devient ainsi une frontière mouvante, non pas de l'univers lui-même, mais de notre capacité à le connaître. La découverte de l'expansion a également suscité des résistances. Certains astronomes refusaient l'idée d'un commencement. Fred Hoyle, par exemple, défendait dans les années 1940 le modèle de l'état stationnaire, selon lequel l'univers s'étendait, mais de la matière nouvelle apparaissait continuellement pour maintenir une densité constante. Pour lui, il n'y avait pas de début, pas de création, seulement un cosmos éternel. C'est lui qui, par dérision, inventa l'expression Big Bang pour désigner l'hypothèse rivale. Ironiquement, le terme finit par s'imposer et devenir la description standard de la naissance de l'univers. L'acceptation de l'expansion fut progressive, mais elle s'imposa par la force des preuves. En 1965, la découverte accidentelle du rayonnement fossile par Arno Penzias et Robert Wilson apporta une confirmation éclatante. Ce bruit de fond électromagnétique, présent dans toutes les directions du ciel, correspondait exactement à la lueur attendue d'un univers chaud et dense dans son passé. Dès lors, le modèle du Big Bang devint la référence. L'expansion n'était plus seulement une observation empirique, mais un cadre théorique solide reliant la cosmologie, la physique des particules et la thermodynamique. Cette révolution conceptuelle changea la manière dont nous posons la question de l'extérieur. Avant, on cherchait un mur, une frontière spatiale, un au-delà du cosmos. Avec l'expansion, on comprit que l'univers ne croît pas dans quelque chose, mais qu'il est l'espace lui-même en train de se déployer. Parler d'un dehors n'a pas de sens, car il n'existe pas d'arrière-plan indépendant où le cosmos s'inscrirait. L'expansion se produit partout, et l'espace est la totalité. Pourtant, cette idée demeure difficile à accepter pour l'imagination, car lorsqu'on pense à un ballon qui gonfle, on le voit toujours dans une pièce, entourée d'air. L'analogie aide à comprendre, mais elle piège aussi l'esprit en suggérant un contenant invisible. La découverte de l'expansion transforme aussi notre rapport au temps. L'univers n'est pas une structure éternelle, mais une histoire en cours. Il a un passé, il a un présent, et son avenir reste ouvert. Les mesures récentes montrent que l'expansion accélère, sous l'effet mystérieux de ce que l'on appelle l'énergie noire. Cela signifie que les galaxies lointaines s'éloigneront un jour à une vitesse telle que leur lumière ne nous parviendra plus jamais. L'horizon cosmologique se rétrécira à mesure que le cosmos grandira, et notre portion observable deviendra de plus en plus isolée. Cette perspective donne une profondeur nouvelle à la notion de frontière, non pas un mur spatial, mais un effacement progressif du visible. Ainsi, la découverte de l'expansion ne répond pas seulement à une question scientifique, elle bouleverse notre conception même de la réalité. Elle nous montre que l'univers n'est pas un décor statique, mais un être en devenir, une transformation permanente. Elle révèle que notre horizon n'est pas fixe, mais dépend du temps et de notre position dans l'histoire cosmique. Elle nous confronte à un paradoxe. Plus nous comprenons la dynamique de l'univers, plus nous devons admettre que certaines questions, comme celle de son extérieur, n'ont pas de sens dans ce cadre. Pourtant, nous continuons de les poser parce qu'elles touchent à une limite fondamentale de notre pensée. L'une des révolutions les plus profondes de la physique moderne a été de comprendre que l'espace n'est pas un simple vide passif, une scène muette où se dérouleraient les événements du cosmos, mais un tissu dynamique, doté de propriétés physiques, capable de se déformer, de se courber et même de vibrer. Cette idée, on le sait, née avec la relativité générale d'Albert Einstein en 1915, a bouleversé notre conception du monde. Elle a ouvert la voie à une compréhension nouvelle de l'expansion cosmique, non pas comme un déplacement de galaxies dans un vide immobile, mais comme l'étirement d'un tissu universel qui contient tout ce qui existe. Penser l'espace comme une matière subtile, invisible mais réelle, change radicalement la question du dehors, car un tissu n'a pas besoin d'être inscrit dans un autre pour exister. Il est lui-même le cadre de toute existence. Einstein, en élaborant la relativité générale, unifia espace et temps dans une seule entité, l'espace-temps. Cette fusion n'était pas seulement un raffinement mathématique, mais une véritable révolution intellectuelle. Elle signifiait que la géométrie de l'espace pouvait être affectée par la présence de matière et d'énergie. Le Soleil, par exemple, ne retient pas la Terre en exerçant une force mystérieuse à distance, comme l'avait pensé Newton, mais en courbant le tissu de l'espace-temps autour de lui. La Terre suit cette courbure, et c'est ce que nous appelons son orbite. Ainsi, la gravité n'est plus une attraction entre objets, mais la manifestation géométrique d'un espace flexible. Cette nouvelle vision permit d'expliquer des phénomènes qui résistaient encore aux théories classiques.
La précession de l'orbite de Mercure, par exemple, trouvait enfin une explication élégante. Plus tard, l'existence des ondes gravitationnelles, prédite par Einstein et détectée un siècle après par l'observatoire LIGO, confirma que le tissu de l'espace-temps peut vibrer, telle une immense toile cosmique parcourue par les échos de collisions lointaines. L'espace n'est donc pas un simple rien, mais une structure dotée d'élasticité, capable de s'étendre et de transmettre des informations. Lorsque l'on applique cette idée à l'univers dans son ensemble, on comprend que l'expansion n'est pas un mouvement ordinaire. Ce n'est pas un groupe de galaxies qui s'éloignent dans un contenant vide, mais le tissu de l'espace-temps lui-même qui s'étire, entraînant avec lui tout ce qu'il porte. Cette distinction est essentielle pour répondre à la question du dehors. Car si l'espace est un tissu, il ne s'étend pas dans quelque chose d'autre, pas plus que la surface de la Terre ne s'étend dans une dimension supplémentaire pour exister en tant que sphère. Il se déploie selon ses propres lois à l'intérieur de lui-même. L'analogie du ballon que l'on gonfle est souvent utilisée pour expliquer ce phénomène. Imaginez que des points soient dessinés à la surface d'un ballon. Lorsque l'on gonfle le ballon, chaque point s'éloigne des autres, bien qu'aucun ne se déplace réellement sur la surface. C'est la surface elle-même qui s'étire. L'univers se comporte de manière similaire. Les galaxies s'éloignent parce que l'espace-temps se dilate. Mais il faut préciser que, dans cette analogie, la surface du ballon existe dans une dimension supérieure, ce qui n'est pas le cas de notre univers. L'espace-temps n'a pas besoin d'un extérieur pour s'étirer. Il est la totalité du cadre. Penser l'espace comme un tissu conduit aussi à s'interroger sur ses propriétés fondamentales. Peut-il se déchirer, se replier ou se reconnecter à lui-même ? La relativité suggère que des phénomènes extrêmes, comme les trous noirs, poussent ce tissu jusqu'à ses limites. À l'intérieur d'un trou noir, l'espace-temps se courbe si fortement qu'il se referme sur lui-même, formant une singularité où les lois connues cessent de fonctionner. Cette idée d'un tissu qui peut se contracter jusqu'à disparaître remet en cause notre intuition. Si l'espace peut naître, s'étirer, se courber et s'effondrer, n'est-il pas lui-même une forme d'entité physique soumise à un destin ? La physique quantique, de son côté, suggère que ce tissu n'est peut-être pas continu, mais granulaire. À des échelles infiniment petites, proches de la longueur de Planck, l'espace-temps pourrait ressembler à une mousse bouillonnante, composée de fluctuations incessantes. Dans cette perspective, le tissu cosmique ne serait pas une toile lisse, mais une structure dynamique et agitée où apparaissent et disparaissent des micro-univers. Si cette vision est juste, l'espace n'est pas seulement le cadre du réel, il est lui-même un acteur mouvant et instable. L'expansion, alors, n'est qu'une manifestation à grande échelle de cette vitalité fondamentale. Le concept d'espace comme tissu permet également d'expliquer pourquoi la question du dehors devient trompeuse. Lorsqu'on parle d'un vêtement ou d'une toile, on pense à la surface qu'ils occupent dans un espace plus grand. Mais dans le cas du cosmos, le tissu n'a pas besoin de substrat. Il ne flotte pas dans un vide préalable. Il constitue lui-même la scène où tout existe. Imaginer un extérieur, c'est introduire une catégorie qui n'a pas lieu d'être. La seule réalité est le tissu, et toute tentative d'aller au-delà revient à projeter nos habitudes mentales sur une structure qui les dépasse. Les cosmologistes cherchent à décrire ce tissu par des équations, mais ils savent que ces équations ne disent pas tout. La relativité générale est incroyablement précise pour décrire les mouvements des planètes, les lentilles gravitationnelles ou la dynamique des galaxies. Pourtant, elle entre en contradiction avec la mécanique quantique lorsqu'on tente de l'appliquer aux plus petites échelles. Une théorie unifiée, souvent appelée gravitation quantique, devrait expliquer à la fois la courbure du tissu et ses fluctuations microscopiques. Mais cette théorie reste à construire. Ainsi, notre compréhension de l'espace comme tissu demeure incomplète. Pourtant, ce cadre est déjà suffisant pour transformer notre rapport à l'univers. Nous savons désormais que nous vivons dans un cosmos qui n'a pas de bord au sens ordinaire, mais qui possède une structure en expansion. Nous savons que les galaxies ne s'éloignent pas dans un vide infini, mais qu'elles sont portées par l'étirement du tissu cosmique. Nous savons enfin que ce tissu peut se courber sous l'effet de la gravité, vibrer sous la forme d'ondes et peut-être même bouillonner dans ses profondeurs quantiques. Tout cela donne à l'idée de frontières un caractère illusoire. En contemplant cette vision, on comprend que l'univers n'est pas une bulle perdue dans un néant indéterminé, mais un être vivant, un champ dynamique dont nous faisons partie. La question « dans quoi l'univers s'étend-il » se dissout peu à peu. Car s'il est le tissu même de l'espace-temps, il n'a pas besoin d'un dehors. Il est sa propre scène, sa propre étendue, son propre cadre,
Et peut-être que ce que nous appelons expansion n'est qu'une respiration de ce tissu, une transformation interne qui ne demande aucun contenant. Pour tenter de rendre perceptible l'expansion de l'univers, les physiciens et vulgarisateurs ont souvent recours à une image devenue presque incontournable, celle du ballon que l'on gonfle. Cet objet familier, simple et parlant, sert de métaphore pour faire comprendre comment les galaxies s'éloignent les unes des autres sans qu'il existe de centre privilégié ni de bord extérieur. En observant la surface du ballon se dilater au fur et à mesure qu'on y insuffle de l'air, chacun peut saisir intuitivement que les distances croissent non parce que les points se déplacent, mais parce que le support même sur lequel ils reposent s'étire. Pourtant, derrière cette image claire se cache un univers d'ambiguïté et de pièges conceptuels. Car si elle est claire, l'analogie du ballon peut aussi induire en erreur. Imaginez un ballon vierge sur lequel on trace au marqueur une multitude de petits points. Ces points représentent des galaxies. Lorsque l'on commence à gonfler le ballon, la surface s'étend et les points s'éloignent les uns des autres. Plus ils sont distants, plus leur séparation grandit rapidement. Cette loi est exactement celle que Hubble mit en évidence. La vitesse d'éloignement des galaxies est proportionnelle à leur distance. Chaque point observe les autres s'éloigner et aucun n'est situé au centre de l'expansion. Sur le ballon, il n'y a pas de point privilégié. Tous participent de la même dynamique. L'analogie est séduisante car elle répond à une difficulté majeure. Si l'univers est en expansion, où se trouve son centre? La réponse est nulle part et partout, à la fois. Comme sur le ballon, chaque galaxie voit les autres s'éloigner, mais aucune ne peut revendiquer la position centrale. Ce déplacement n'est pas un mouvement ordinaire dans l'espace, c'est l'espace lui-même qui se dilate. En ce sens, le ballon cosmique traduit avec une simplicité rare une vérité vertigineuse. L'expansion n'était pas une explosion qui projette des morceaux dans un vide extérieur, mais une transformation interne du tissu spatial. Mais la métaphore, en même temps qu'elle est claire, peut piéger, car chacun sait qu'un ballon gonflé existe dans une pièce entourée d'air. Or, notre univers n'est pas inscrit dans un espace plus vaste. La surface du ballon est en 2 dimensions et elle s'étend dans une troisième. Mais l'univers, lui, n'a pas besoin d'une dimension supplémentaire pour se dilater. Il ne flotte pas dans un vide invisible. Son expansion se déroule à l'intérieur de lui-même, sans extérieur. Si l'on oublie cette nuance, on risque de réintroduire par inadvertance l'idée d'un contenant, d'un dehors, qui n'a aucune réalité dans la cosmologie moderne. La métaphore du ballon révèle aussi une autre subtilité, celle de la finitude sans bord. La surface du ballon est finie car elle a une aire limitée, mais elle n'a pas de frontières. Un petit être vivant sur cette surface pourrait voyager indéfiniment sans jamais rencontrer de mur, tout en tournant en boucle sur une sphère close. De la même manière, certains modèles cosmologiques décrivent un univers fini mais sans limite, un espace courbe qui se referme sur lui-même. Penser cette situation exige d'abandonner nos intuitions habituelles, car nous associons spontanément finitude et frontières, infinitude et absence de limites. Or, le ballon cosmique montre qu'il est possible d'avoir un espace fini et pourtant illimité. Cette analogie permet également de comprendre pourquoi l'univers observable ne représente qu'une partie du tout. Sur un ballon immense, un petit insecte ne pourrait voir que la portion immédiate de la surface. De même, notre horizon cosmologique délimite une bulle d'observation dont nous ne pouvons sortir. Ce n'est pas que l'univers se termine à cette limite, mais que la lumière au-delà n'a pas encore eu le temps de nous atteindre. L'analogie du ballon aide donc à distinguer la totalité du cosmos et la sphère restreinte de ce que nous pouvons connaître. Pourtant, malgré sa puissance pédagogique, la métaphore atteint rapidement ses limites. Le ballon est une surface en 2 dimensions inscrite dans un espace tridimensionnel, alors que notre univers est tridimensionnel et ne nécessite pas de 4e dimension spatiale pour exister. Cette difficulté nourrit souvent l'incompréhension. Beaucoup imaginent que l'univers doit s'étendre dans quelque chose, comme le ballon dans la pièce. Mais en réalité, l'espace-temps n'a pas besoin d'un contenant. Il se suffit à lui-même. La dilatation n'a pas de support extérieur. De plus, le ballon gonflé suppose une action externe. Quelqu'un ou quelque chose souffle l'air. Dans l'univers, il n'existe pas de souffleur cosmique. L'expansion n'est pas causée par une force extérieure, mais par les conditions initiales du cosmos et par la dynamique de l'énergie noire. Ce point souligne un contraste fondamental. L'expansion n'est pas un processus mécanique au sens habituel, mais une conséquence inévitable des équations qui régissent la gravité et l'énergie.
Si la métaphore séduit tant, c'est aussi parce qu'elle traduit un besoin profondément humain, celui de donner forme à l'invisible. Notre imagination peine à concevoir un espace qui n'a pas de dehors. Nous cherchons un support matériel, une image tangible, un modèle géométrique. Le ballon devient alors un outil, non pour décrire parfaitement le cosmos, mais pour guider notre pensée. Il est une béquille conceptuelle, un échafaudage mental, qui nous permet d'approcher une réalité hors de portée de l'intuition. Cette image a marqué la vulgarisation scientifique du XXe siècle. Dans les manuels, les conférences, les documentaires, le ballon gonflé s'impose comme la représentation canonique de l'expansion. Mais certains chercheurs s'en méfient. Trop souvent, elle entretient des illusions. Beaucoup de lecteurs, après l'avoir entendue, continuant de penser que l'univers flotte dans un vide plus vaste ou que son expansion a un centre. Ces malentendus montrent que les images, si utiles soient-elles, peuvent figer l'esprit dans une vision fausse. Le ballon doit être compris comme une analogie partielle, pas comme un modèle littéral. Il existe d'autres métaphores pour compléter ce tableau. L'une des plus célèbres est celle du gâteau aux raisins. Imaginez une pâte en train de lever au four. Les raisins représentent les galaxies. À mesure que la pâte gonfle, les raisins s'éloignent les uns des autres, sans qu'aucun ne soit privilégié. Cette image en 3 dimensions, cette fois, permet d'éviter la tentation d'un extérieur. Car la pâte ne se dilate pas dans un espace plus grand, elle est elle-même l'espace. Le gâteau occupe le four, mais sa croissance n'exige pas de contenant. Cette comparaison, elle aussi, illustre la croissance interne de l'espace sans référence à un au-delà. Ces analogies révèlent un aspect fondamental de la pensée scientifique, la difficulté d'expliquer des concepts qui dépassent nos sens. Nous sommes des êtres évolués sur une planète, habitués à voir des objets limités et des frontières tangibles. Transmettre l'idée d'un espace sans dehors exige de détourner notre imagination à travers des images imparfaites. Le ballon cosmique est l'une de ces ruses, précieuse mais trompeuse. Elle nous rapproche de la vérité tout en nous rappelant nos limites. L'analogie ouvre aussi une réflexion plus profonde. Pourquoi avons-nous tant besoin d'imaginer un contenant ? Peut-être parce que notre expérience intime nous enferme dans la logique du dedans et du dehors. Nous vivons dans des maisons, dans des corps, dans des paysages délimités. L'idée d'un tout sans extérieur nous déstabilise, car elle échappe à notre expérience quotidienne. Le ballon cosmique, en ce sens, ne fait pas que représenter l'expansion. Il met en scène notre difficulté à penser au-delà des habitudes de la perception. Ainsi, derrière l'image familière du ballon qui gonfle, se joue une confrontation plus vaste entre la science et l'imaginaire. La science nous dit que l'univers n'a pas besoin d'un dehors pour croître. Mais notre imagination, elle, revient toujours à chercher un mur invisible, une pièce où flotte le ballon. Cette tension est peut-être irréductible. Elle marque la frontière entre ce que nous savons et ce que nous ne pouvons qu'entrevoir. Depuis toujours, la pensée humaine revient avec obstination à une question simple et déroutante. Si l'univers est tout ce qui existe, que signifie alors l'idée d'un dehors ? Ce mot, qui semble anodin lorsqu'il s'applique à une maison, à une ville ou même à une planète, prend une tournure paradoxale lorsqu'il est projeté à l'échelle cosmique. Car dire en dehors suppose qu'il existe un espace extérieur qui contiendrait l'ensemble, un cadre dans lequel le cosmos serait placé. Mais si l'univers englobe absolument tout ce qui est, la notion de dehors perd tout sens. Pourtant, elle persiste. Elle surgit spontanément dès qu'on évoque l'expansion, car l'esprit humain, façonné par l'expérience quotidienne des objets limités, cherche inévitablement à situer ce qui s'étend dans un contenant plus vaste. Dans l'histoire des idées, cette obsession pour le dehors du cosmos a pris des formes variées. Dans les mythes anciens, le ciel constituait une voûte qui enfermait le monde. Les Égyptiens parlaient du corps de la déesse Nout, dont la voûte formait le firmament. Les Mésopotamiens imaginaient des eaux célestes au-delà du ciel visible. Chez les Grecs, la sphère des étoiles fixes constituait la limite ultime. Mais déjà, certains philosophes se demandaient que peut-il y avoir après cette sphère ? Anaximandre avait introduit la notion d'apeiron, l'illimité, une sorte de principe infini où tout se déployait. Aristote, au contraire, affirmait qu'il n'y avait rien au-delà de la sphère ultime, pas même le vide. Cette négation du dehors, bien qu'elle contredise l'intuition, était une tentative de préserver la cohérence conceptuelle. La question du dehors n'a cessé de hanter les cosmologies. Au Moyen-Âge, les penseurs chrétiens s'interrogeaient sur l'espace au-delà des cieux. Pour certains, c'était le lieu de la demeure divine, un espace qui transcendait l'univers matériel. Pour d'autres, il n'y avait pas de dehors, car Dieu lui-même était immanent dans le cosmos. La querelle n'était pas purement spéculative.
Elle engageait la manière dont on concevait la relation entre le monde et son créateur. Mais déjà, un paradoxe se dessinait. Si Dieu est partout, le dehors devient inutile. S'il existe un dehors, il faut alors concevoir un espace supplémentaire, ce qui introduit une régression infinie. Avec la modernité, et particulièrement à partir de Newton, la notion de dehors prit une forme plus géométrique. Dans son univers infini, homogène et isotrope, il n'y avait pas de frontières. Mais l'espace newtonien, en tant que cadre absolu, ressemblait lui-même à un dehors invisible. Il servait de contenant infini, indépendant de la matière, dans lequel le cosmos se déployait. Cette conception fut remise en cause par Einstein, qui montra que l'espace-temps n'est pas un récipient, mais une structure dynamique liée à la matière et à l'énergie. Dès lors, l'idée d'un dehors se dissolvait. L'espace-temps est la totalité, et il n'existe pas de scène supplémentaire où il pourrait être inscrit. Pourtant, notre imaginaire résiste. Même en comprenant que l'expansion concerne l'espace lui-même, nous revenons sans cesse à la question : dans quoi ? L'analogie du ballon, si utile, entretient ce réflexe. Nous voyons la surface gonfler dans l'air ambiant et nous supposons que l'univers doit lui aussi être plongé dans un milieu supérieur. Mais la science insiste, il n'y a pas de dehors. L'expansion ne demande aucun espace extérieur car c'est le tissu de l'espace-temps lui-même qui se dilate. Vouloir penser au-delà revient à poser une question dépourvue de sens, comme à demander ce qu'il y a au nord du pôle Nord. La physique moderne propose cependant des nuances qui entretiennent le vertige. Si l'univers est fini mais sans bord, comme la surface d'une sphère, alors la question du dehors n'a pas lieu d'être. Mais si l'univers est infini, elle devient presque encore plus troublante, car un infini n'a pas besoin d'extérieur, mais il laisse toujours ouverte la possibilité d'un au-delà de l'infini, une idée qui échappe à toute rigueur mais persiste dans l'imagination. D'autres théories, comme celle du multivers, réintroduisent indirectement un dehors. Si notre cosmos n'est qu'une bulle parmi d'autres, alors il existe un espace plus vaste où ces bulles coexistent. Cet espace supérieur devient une sorte de dehors, non pour l'ensemble, mais pour chaque univers particulier. Ici, la question se reformule. Notre univers, en expansion, est-il isolé ou bien inscrit dans une structure encore plus grande ? Ces spéculations révèlent une tension profonde entre science et philosophie. La science rigoureuse insiste sur l'inutilité de l'idée de dehors. La philosophie, attachée aux catégories de l'esprit, ne cesse de revenir à cette notion. Car la pensée humaine, façonnée par l'expérience de la finitude, peine à concevoir un tout sans extérieur. Même dans le langage, la difficulté apparaît. Nous parlons d'univers comme de l'ensemble total, mais ce mot suggère déjà une unité parmi d'autres possibles. Dire tout appelle toujours la question. Tout par rapport à quoi ? L'idée de dehors revient ainsi comme une ombre, indissociable de notre manière de penser. Au fond, la question du dehors est peut-être moins une interrogation sur le cosmos qu'un miroir de notre esprit. Elle révèle notre incapacité à accepter l'idée d'un cadre ultime, d'une totalité sans extérieur. Nous cherchons toujours une enveloppe, une limite, un au-delà. Mais peut-être que l'univers, en tant que tissu de l'espace-temps, n'a besoin d'aucune de ces catégories. Penser son expansion, c'est accepter qu'il puisse grandir sans cadre, croître sans contenant, se transformer sans extérieur. Cette acceptation ne va pas de soi. Elle exige une discipline intellectuelle, une forme de désapprentissage de nos intuitions. Mais elle ouvre aussi une liberté nouvelle. Car si l'univers n'a pas de dehors, alors il n'est pas enfermé. Il est simplement tout ce qui est. Et pourtant, la question demeure. Car même si la science nous dit que l'idée de dehors est dénuée de sens, notre imagination la ressuscite sans cesse. Chaque fois que nous levons les yeux vers le ciel nocturne, nous ne pouvons nous empêcher de nous demander : et après ? Ce vertige n'est peut-être pas une faiblesse, mais une force. Il témoigne de notre désir de dépasser les limites, de penser plus grand que nous-mêmes. La question du dehors ne trouvera sans doute jamais de réponse scientifique, mais elle continuera d'accompagner la réflexion humaine comme un écho persistant au cœur du mystère cosmique. Lorsque nous parlons d'expansion de l'univers, nous pensons spontanément à une dilatation de l'espace, comme si les galaxies s'éloignaient dans un vide infini qui les séparerait peu à peu. Mais une telle vision est incomplète, car l'expansion ne concerne pas seulement l'espace, et elle est indissociable du temps. Depuis Einstein et la relativité générale, nous savons que l'espace et le temps ne sont pas deux entités distinctes, mais une seule et même structure, l'espace-temps. Cela signifie que lorsque l'espace se transforme, le temps lui-même se modifie. Penser l'un sans l'autre revient à tronquer la réalité.
L'univers ne s'étend pas simplement dans des directions spatiales, il croît aussi dans la profondeur temporelle. Cette liaison intime entre temps et espace bouleverse notre manière d'imaginer le cosmos. Avant Einstein, le temps était conçu comme une rivière uniforme s'écoulant la même pour tous, indépendamment des lieux et des vitesses. L'espace, lui, était pensé comme une scène immuable, où les événements se produisaient en... Mais la relativité a montré que ces deux dimensions ne sont pas séparables. Le passage du temps dépend de la gravité, de la vitesse et de la structure de l'espace. Dans un champ gravitationnel intense, le temps ralentit. Dans un mouvement proche de la vitesse de la lumière, il se dilate. Ainsi, le temps et l'espace sont deux aspects d'un même tissu, dont les déformations conditionnent à la fois le déroulement des événements et la forme du cosmos. L'expansion cosmique s'inscrit dans ce cadre. Lorsque nous disons que l'espace se dilate, cela signifie aussi que le temps qui s'y déroule change de rythme. L'histoire de l'univers est donc à la fois une extension spatiale et une transformation temporelle. Remonter dans le passé revient à se rapprocher d'un état où l'espace était extrêmement contracté et le temps extrêmement dense. Aux premières fractions de seconde après le Big Bang, les deux dimensions étaient si intimement liées qu'il est presque impossible de les distinguer. Dans ce régime extrême, nos concepts ordinaires perdent leur sens. La relativité générale nous donne des outils pour penser cette union. On peut imaginer l'espace-temps comme une immense toile à 4 dimensions. Chaque événement de l'histoire cosmique est un point sur cette toile. Les galaxies, les étoiles, les planètes, les êtres vivants suivent des trajectoires qui sont comme des fils inscrits dans la trame. Ce que nous appelons expansion, c'est l'étirement de cette toile elle-même qui modifie la distance entre les fils et allonge la durée des processus. La dilatation de l'espace est donc indissociable d'une dilatation du temps. Cette idée a des conséquences vertigineuses sur la question du dehors. Car si le temps fait partie intégrante de la structure, il n'existe pas d'homme avant, au Big Bang, pas plus qu'il n'existe des extérieurs à l'univers. Le commencement n'est pas un instant situé dans un cadre plus vaste, mais la naissance du temps lui-même. Penser un avant du temps, c'est comme demander ce qui se trouve au nord du pôle Nord, une question grammaticale, mais dépourvue de sens dans la logique de l'espace-temps. De la même manière, chercher un dehors spatial revient à méconnaître que l'espace n'a pas besoin d'un contenant. Ce que l'expansion révèle, c'est précisément que l'espace et le temps sont eux-mêmes les dimensions fondamentales, sans au-delà mesurables. Mais cette union intime entre temps et espace soulève d'autres énigmes, car si le temps est lié à l'expansion, alors l'histoire cosmique est elle-même un processus de transformation du temps. Aux premiers instants, les durées étaient infinitésimales, les phénomènes s'enchaînaient avec une rapidité inconcevable. Puis, à mesure que l'univers s'est dilaté, le temps a pris un rythme plus calme, permettant l'émergence de structures complexes, de galaxies, d'étoiles et de vie. En un sens, l'expansion est aussi l'histoire d'un apaisement, le passage d'un temps incandescent à un temps fluide. Cela invite à voir le cosmos non seulement comme un espace qui grandit, mais comme une temporalité qui s'élargit. Cette perspective amène à réfléchir à notre propre rapport au temps. Nous mesurons nos vies en années, en jours, en secondes, comme si ces unités étaient absolues. Mais elles sont relatives, dépendantes de la courbure de l'espace et de la vitesse du mouvement. Notre expérience du temps est locale, située dans un coin particulier du cosmos. Ailleurs, dans des champs gravitationnels extrêmes, le temps s'écoule autrement. Un voyageur qui s'approcherait d'un trou noir vivrait quelques minutes pendant que des millénaires s'écouleraient pour un observateur lointain. De telles différences rappellent que le temps n'est pas universel, mais un aspect de la géométrie cosmique. L'expansion met en lumière une autre conséquence. Si le temps est lié à l'espace, alors le futur lui-même dépend de la dynamique cosmique. Aujourd'hui, nous savons que l'expansion accélère, sous l'effet de ce que l'on appelle l'énergie noire. Cela signifie que dans des milliards d'années, des régions entières de l'univers disparaîtront de notre horizon. Leur lumière ne pourra plus jamais nous atteindre, car l'espace grandira trop vite. Pour les civilisations qui existeront alors, le cosmos semblera beaucoup plus petit, limité à une bulle locale. Leur perception du temps universel sera différente, car leur horizon temporel se réduira avec l'espace observable. Ainsi, le temps que nous concevons est inséparable du cosmos où nous vivons. Cette dépendance profonde entre espace et temps oblige aussi à réévaluer la question de l'éternité. Si l'univers avait toujours existé dans un espace statique, le temps aurait été une ligne infinie, sans commencement ni fin.
Mais avec l'expansion, il apparaît que le temps a une histoire, qu'il est temps né en même temps que l'espace. Ce qui semblait immuable devient contingent. Le temps n'est pas un absolu, mais un élément dynamique. Il peut commencer, peut-être même finir, selon la manière dont l'expansion évoluera. Les modèles cosmologiques explorent car différentes possibilités pour l'avenir du temps. Si l'expansion continue de s'accélérer, l'univers pourrait entrer dans une phase de Big Freeze, un refroidissement infini où tout se dilue. Le temps continuerait, mais il perdrait toute structure significative, car il n'y aurait plus d'événements, plus de transformations. D'autres scénarios évoquent un Big Rip, où l'accélération déchirerait même les atomes, mettant fin à la possibilité d'un temps mesurable. Certains modèles plus spéculatifs envisagent un Big Crunch, un effondrement général ramenant l'univers à une singularité, et peut-être à une renaissance. Dans chacun de ces scénarios, le temps n'est pas éternel, il est lié au destin de l'espace. La liaison entre espace et temps ne se limite pas aux grandes échelles, elle se manifeste aussi dans les expériences quotidiennes de la relativité. Le GPS que nous utilisons pour nous orienter, par exemple, doit corriger en permanence les effets relativistes. Les satellites, situés dans un champ gravitationnel plus faible que la surface terrestre, voient leur horloge avancer légèrement plus vite. En même temps, leur vitesse orbitale ralentit leur temps. Sans ces corrections, nos systèmes de navigation accumuleraient rapidement des erreurs considérables. Ainsi, même dans notre technologie la plus banale, l'union de l'espace et du temps se révèle concrète et incontournable. Mais au-delà de la technique et de la science, cette union nous invite à une réflexion plus existentielle. Si le temps n'est pas une toile indépendante, mais une dimension de l'espace, alors notre vie elle-même est inscrite dans une géométrie. Chaque instant que nous vivons est une coordonnée dans la trame du cosmos. Nous ne glissons pas dans le temps comme sur une rivière, nous tissons notre trajectoire dans un tissu plus vaste. Cette image transforme notre perception de l'existence. Elle suggère que notre passage n'est pas une fuite, mais une inscription, une ligne dessinée dans une architecture universelle. Ainsi, comprendre que l'espace et le temps sont liés change radicalement la manière de poser la question de l'extérieur. Car si le temps lui-même est né avec le cosmos, alors il n'y a pas de avant, où l'univers aurait pu se trouver, pas plus qu'il n'y a de dehors spatial. Expansion et durée sont deux faces d'un même processus. Penser l'une sans l'autre, c'est manquer la profondeur du mystère. L'univers n'est pas seulement un espace qui s'étend, il est un temps qui s'élargit, une histoire en train de se déployer, une dynamique qui englobe tout ce qui existe. L'expansion de l'univers, déjà déroutante en elle-même, a révélé un mystère encore plus profond lorsque les observations ont montré qu'elle ne se contentait pas de continuer, mais qu'elle s'accélérait. Cette découverte, faite à la fin du XXe siècle, a bouleversé la cosmologie. Car, selon toutes les intuitions héritées de l'abyssalité de la gravitation, l'univers aurait dû voir son expansion ralentir avec le temps. Les galaxies, liées par l'attraction gravitationnelle de toute la matière, auraient d'un rendu peu à peu freiné leur éloignement. Or, c'est l'inverse que l'on observe. Les galaxies lointaines s'éloignent plus vite que prévu, comme si une force invisible poussait l'espace à se dilater toujours davantage. Cette force mystérieuse a reçu un nom qui reflète plus notre ignorance que notre savoir, l'énergie noire. Le terme énergie noire ne désigne pas une substance tangible que l'on pourrait isoler en laboratoire. Il s'agit plutôt d'une forme d'énergie associée au vide lui-même, inscrite dans la structure de l'espace-temps. Dans les équations d'Einstein, la constante cosmologique qu'il avait introduite pour maintenir un univers statique prend soudain un sens nouveau. Elle peut être interprétée comme une énergie intrinsèque de l'espace, qui agit comme une pression répulsive. Au lieu de tirer les galaxies les unes vers les autres, cette énergie les éloigne, accélérant l'expansion. Les preuves en faveur de l'énergie noire sont multiples. Elles proviennent d'abord de l'étude des supernovas de type Ia, ces explosions stellaires dont la luminosité intrinsèque est connue avec précision. En observant leur éclat, les astronomes peuvent déterminer la distance des galaxies, où elles se produisent. Dans les années 1990, deux équipes indépendantes constatèrent que ces supernovas lointaines étaient moins lumineuses qu'attendu, signe que l'univers s'était dilaté plus vite que prévu. Ce résultat, publié en 1998, fut une surprise majeure, récompensée par le prix Nobel de physique en 2011. D'autres indices viennent du fond diffus cosmologique, cette lueur fossile datant de l'aube du cosmos. Les variations infimes de température dans ce rayonnement révèlent la composition de l'univers. Les analyses montrent que la matière ordinaire,
celle des étoiles et des planètes, ne représente que 5% du contenu total. La matière noire, encore mystérieuse, en constitue environ 27%. Et tout le reste, près de 68%, est de l'énergie noire. Autrement dit, la plus grande part du cosmos est dominée par une entité que nous ne comprenons pas. L'énergie noire agit comme une pression négative. Alors que la gravité attire et resserre, elle repousse et étire. Elle n'agit pas localement, comme une force mécanique, mais globalement, sur la structure même de l'espace-temps. Elle ne peut être arrêtée ni contrée par la matière, elle est inhérente au vide. Cette propriété la rend insaisissable pour notre intuition. Nous avons l'habitude de concevoir l'énergie comme une force visible, un mouvement, une chaleur, mais ici il s'agit d'une énergie invisible, diffuse, présente partout et pourtant imperceptible dans nos expériences quotidiennes. La question du dehors de l'univers prend une dimension nouvelle avec l'énergie noire, car si l'expansion s'accélère, alors les régions lointaines s'éloignent de plus en plus vite. Au-delà d'une certaine distance, leur lumière ne pourra jamais nous atteindre, car l'espace grandit plus rapidement que les photons ne peuvent sain voyager. Cela signifie que notre horizon cosmologique se réduit, enfermant notre bulle d'observation dans des limites toujours plus strictes. Le dehors devient alors non pas une frontière matérielle, mais un isolement croissant. Une partie du cosmos se retire à jamais de notre portée. L'énergie noire sculpte ainsi une frontière mouvante qui sépare l'univers visible de l'invisible. Cette perspective ouvre aussi des spéculations vertigineuses sur l'avenir du temps et de l'espace. Si l'énergie noire continue d'agir comme aujourd'hui, l'univers entrera dans une ère de solitude. Les galaxies lointaines disparaîtront une à une derrière l'horizon, laissant chaque îlot galactique isolé dans un océan noir. À des échelles inimaginables, même les étoiles s'éteindront et l'espace se diluera dans un froid infini. Ce scénario, appelé le Big Freeze, décrit un cosmos qui ne s'effondre pas mais se dissout, un univers qui continue d'exister mais où le temps perd progressivement toute structure, faute d'événements significatifs. D'autres modèles envisagent un destin plus dramatique encore. Si l'énergie noire n'est pas constante mais croît avec le temps, elle pourrait finir par déchirer toute structure jusqu'aux atomes eux-mêmes. Ce scénario, surnommé le Big Rip, verrait l'espace-temps se disloquer, emportant toute forme d'organisation. Dans ce cas, la frontière ultime de l'univers ne serait pas extérieure mais intérieure, une limite dans le tissu du cosmos qui s'auto-détruirait. Mais l'énergie noire pourrait aussi s'épuiser ou se transformer. Certains modèles suggèrent qu'elle n'est pas une constante, mais une forme d'énergie dynamique appelée quintessence. Dans ce cas, son intensité pourrait varier au cours du temps, modifiant le destin du cosmos. Si elle diminuait, l'expansion pourrait ralentir, voire s'inverser, conduisant à un Big Crunch où tout reviendrait à une singularité. Ces scénarios révèlent à quel point notre compréhension est encore précaire. L'énergie noire, qui domine pourtant le cosmos, demeure une énigme presque totale. Cette ignorance soulève une question philosophique. Comment comprendre un univers où l'essentiel nous échappe ? Nous percevons les étoiles, les planètes, la lumière, mais tout cela ne représente qu'une mince fraction de la réalité. L'essentiel est invisible, imperceptible, et pourtant décisif pour le destin cosmique. L'énergie noire agit comme une ombre dominante, une toile de fond qui guide l'histoire de l'univers sans se révéler. Elle transforme notre rapport au dehors, car elle fait de l'horizon non pas une limite spatiale, mais un processus temporel. Ce qui disparaît n'est pas caché derrière un mur, mais effacé par l'expansion même. Certains philosophes et cosmologistes voient dans l'énergie noire un rappel de l'humilité nécessaire devant le réel. Nous pensions approcher une compréhension globale de l'univers, et voici qu'il nous échappe encore davantage. Nous savons que l'espace se dilate, mais nous ignorons la nature de la force qui l'accélère. Nous savons que notre horizon se réduit, mais nous ne comprenons pas ce qui le provoque. En un sens, l'énergie noire est le visage le plus pur du mystère cosmique. Elle agit partout, mais demeure insaisissable. Elle ouvre aussi une réflexion sur notre condition. Nous vivons dans un monde où la gravité semble régner, où les forces de cohésion dominent notre expérience quotidienne. Mais à l'échelle cosmique, la gravité n'est qu'un acteur parmi d'autres, et l'expansion accélérée montre qu'une puissance contraire gouverne l'ensemble. Ce contraste souligne que nos intuitions locales ne suffisent pas pour comprendre le réel. Le dehors que nous cherchons à imaginer est peut-être simplement cette altérité au cœur du cosmos, ce principe qui échappe à nos représentations. Ainsi, le rôle de l'énergie noire n'est pas seulement de modifier le destin de l'univers, il est aussi de modifier notre regard.
Elle nous apprend que la question «dans quoi l'univers s'étend-il?» est moins pertinente que «comment l'univers se transforme-t-il de l'intérieur?» L'expansion accélérée nous montre que le cosmos n'a pas besoin d'un contenant, il a sa propre dynamique, inscrite dans sa structure. L'énergie noire est l'expression de cette dynamique, la preuve que l'univers n'est pas un objet figé mais un processus en cours, une histoire sans dehors. L'univers s'étend, se transforme et s'éloigne de nous à une vitesse vertigineuse. Pourtant, tout ce que nous en savons repose sur une condition simple mais implacable. Nous ne pouvons observer que ce qui nous envoie de la lumière, ou ce qui interagit d'une manière ou d'une autre avec nos instruments. Cette évidence cache une conséquence fondamentale. Il existe une frontière intangible que nous appelons l'horizon cosmologique. Au-delà de cette limite, aucune information n'a eu le temps de nous parvenir depuis le Big Bang. Nous vivons donc à l'intérieur d'une bulle d'observation, dont le rayon s'étend à environ 46 milliards d'années-lumière. Tout ce qui existe au-delà de cet horizon échappe à notre regard, non parce qu'il n'existe pas, mais parce que la lumière n'a pas eu assez de temps pour voyager jusqu'à nous. Cette situation transforme profondément la manière dont nous pensons l'univers, car il est possible que le cosmos se poursuive indéfiniment au-delà de notre horizon, mais nous n'en saurons jamais rien directement. Notre connaissance est irréductiblement limitée par la vitesse de la lumière et par l'âge du cosmos. L'univers observable est donc un sous-ensemble du cosmos total. Nous pouvons imaginer, extrapoler, construire des modèles, mais jamais confirmer directement ce qui se trouve au-delà. Cette limite objective place la science devant une frontière qu'aucun télescope ne pourra franchir. L'horizon cosmologique n'est pas une frontière fixe. Il s'élargit avec le temps, à mesure que la lumière venue de régions lointaines nous atteint enfin. Mais il se rétrécit aussi en un autre sens, car l'expansion accélérée de l'espace éloigne certaines zones plus vite que la lumière ne peut voyager. Certaines galaxies, aujourd'hui encore visibles, disparaîtront un jour à jamais de notre horizon, non parce qu'elles auront cessé d'exister, mais parce que leur lumière ne nous parviendra plus. Ainsi, la frontière de l'observable est mouvante, fluctuante, une ligne fragile dessinée par la rencontre du temps, de la vitesse et de l'expansion. Cette limite fait de l'astronomie une science singulière. Contrairement aux autres disciplines, elle ne peut pas manipuler son objet. Nous ne pouvons pas recréer une galaxie dans un laboratoire, ni répéter le Big Bang à volonté. Nous sommes réduits à capter des signaux lointains et à en extraire des indices. Une lumière qui a voyagé pendant des milliards d'années porte avec elle des informations précieuses, mais aussi déformées par le temps et par l'espace. Chaque photon est un messager du passé, mais un messager partiel, incomplet. Lire l'univers revient à déchiffrer ces messages, à reconstruire une histoire à partir de fragments. L'astronomie moderne utilise toutes les longueurs d'onde pour repousser les limites de l'observation. La lumière visible n'est qu'une petite partie du spectre. Les radiotélescopes captent les ondes longues venues de régions obscures. Les télescopes infrarouges révèlent les poussières cosmiques et les étoiles en formation. Les instruments à rayons X et gamma détectent les phénomènes les plus violents, comme les explosions d'étoiles ou les trous noirs. Chaque gamme apporte un regard différent, une pièce supplémentaire du puzzle. Mais même en combinant toutes ces observations, une part immense de l'univers nous échappe, car la matière noire, qui représente plus d'un quart du cosmos, ne rayonne pas. Et l'énergie noire, qui en représente les 2 tiers, demeure encore plus insaisissable. Nous observons donc seulement la mince surface de la réalité, laissant l'essentiel dans l'ombre. La limite de l'observation n'est pas seulement physique, elle est aussi conceptuelle. Les modèles cosmologiques reposent sur des hypothèses de symétrie et d'uniformité. Nous supposons que l'univers, dans son ensemble, ressemble à ce que nous voyons localement. Mais cette hypothèse, appelée principe cosmologique, reste une conjecture. Il est si possible que des régions inaccessibles obéissent à des lois différentes ou possèdent des structures que nous ne pouvons imaginer. Dans ce cas, nos modèles seraient des approximations locales, incapables de décrire la totalité. Cette incertitude montre que nos connaissances, aussi solides soient-elles, reposent toujours sur un fond de paris intellectuel. La frontière de l'observation soulève aussi une réflexion philosophique, car elle nous confronte à un paradoxe. Nous voulons connaître le tout, mais nous n'en voyons qu'une partie. Nous rêvons de comprendre l'infini, mais nous restons confinés dans une bulle de visibilité. Cette condition pourrait sembler frustrante, mais elle donne aussi une valeur singulière à notre savoir. Car malgré cette limite, nous avons réussi à reconstruire l'histoire du cosmos,
depuis ses premières secondes jusqu'à aujourd'hui. À partir de signaux ténus, de traces fragiles, nous avons bâti une cosmologie cohérente. Cela montre que la limite de l'observation n'est pas une barrière totale, mais un défi qui aiguise notre ingéniosité. Il existe aussi d'autres façons d'observer l'univers que par la lumière. Les ondes gravitationnelles, détectées pour la première fois en 2015, ouvrent une nouvelle fenêtre. Elles ne sont pas déviées par la matière et portent des informations directes sur les cataclysmes cosmiques, comme la fusion de trous noirs. Elles permettent bon seulement de sonder des régions inaccessibles à la lumière. De même, les neutrinos, ces particules presque insaisissables, traversent les étoiles et portent des indices uniques. Ces nouvelles formes d'astronomie complètent notre regard, mais elles se heurtent, elles aussi, à la limite fondamentale de l'horizon. La conscience de ces limites transforme notre manière de poser les questions. Plutôt que de demander ce qu'il y a au-delà de l'univers, nous apprenons à distinguer ce qui est au-delà de l'observable. Nous comprenons que notre perspective est relative, liée à notre position dans l'espace et à l'âge du cosmos. Nous ne pouvons pas tout voir, mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons rien savoir. L'art de la cosmologie consiste précisément à inférer l'invisible à partir de l'indice visible. Les limites de l'observation deviennent alors un tremplin pour l'imagination, un cadre qui stimule la recherche. Cependant, cette conscience suscite aussi une inquiétude. Si l'expansion se poursuit de plus en plus, de régions disparaîtront de notre horizon. Le futur de l'observation est un appauvrissement progressif. Les civilisations qui vivront dans des dizaines de milliards d'années ne verront plus que leur galaxie, isolée dans un vide immense. Elles ne pourront plus reconstruire l'histoire cosmique car les indices auront disparu. Ce que nous savons aujourd'hui est donc une connaissance provisoire, liée à une époque privilégiée. Nous vivons au moment où l'univers est encore transparent, où les signaux du passé nous atteignent. Dans le futur, ce savoir s'effacera. En ce sens, la limite de l'observation n'est pas seulement un obstacle, mais une chance. Car nous existons dans une fenêtre unique, un moment où l'univers nous livre encore ses secrets. Nous pouvons lire son histoire avant qu'elle ne s'efface derrière l'horizon. Cela confère à notre quête une urgence particulière. Comprendre tant qu'il est encore temps, recueillir les traces avant qu'elles ne disparaissent. Le dehors que nous cherchons n'est peut-être pas au-delà du cosmos, mais dans ce silence qui s'approche, lorsque l'espace accéléré effacera nos horizons. Lorsque nous posons la question du dehors de l'univers, nous rencontrons vite une aporie. S'il englobe tout, comment pourrait-il être contenu dans autre chose? Mais une hypothèse audacieuse change complètement la perspective. Et si notre univers n'était pas unique? Et s'il n'était qu'une bulle parmi d'autres dans une immensité plus vaste encore? Cette idée des univers multiples, ou multiverses, ouvre un champ vertigineux où la question du dehors cesse d'être absurde pour devenir une invitation à penser d'autres horizons. Car si d'autres univers existent, alors notre cosmos, pourtant immense et total à nos yeux, n'est qu'un fragment d'une structure plus large. L'hypothèse des univers multiples n'est pas née de la spéculation pure, mais de la rencontre entre la cosmologie et la physique quantique. Dans les années 1980, les travaux sur l'inflation cosmique ont offert un cadre théorique propice à ces réflexions. L'inflation est cette phase d'expansion extrêmement rapide que l'univers aurait connue une fraction de seconde après le Big Bang. Elle explique pourquoi le cosmos observable est si homogène et isotrope, pourquoi il présente la même structure à grande échelle dans toutes les directions. Mais certains modèles d'inflation, dits éternels, suggèrent que ce processus ne se serait pas arrêté partout. Certaines régions continueraient à s'étendre indéfiniment, générant sans cesse de nouvelles bulles d'univers. Dans ce scénario, notre cosmos n'est qu'une bulle parmi d'autres, chacune ayant ses propres lois physiques. Une autre piste vient de la mécanique quantique, avec l'interprétation dite des mondes multiples proposée par Hugh Everett en 1957. Selon cette approche, chaque événement quantique donne naissance à plusieurs branches de réalité qui coexistent sans interagir. À chaque fois qu'une particule peut choisir entre deux états, les deux possibilités se réalisent, mais dans des univers différents. Ce modèle radical étend la notion d'univers à une multitude d'histoires parallèles. Si tel était le cas, il n'existe pas seulement un cosmos spatialement multiplié, mais un foisonnement infini de réalités. D'autres théories, issues de la physique des cordes, imaginent encore des univers multiples à partir de la notion de dimension supplémentaire. Selon cette approche, notre univers pourrait être une brane, une membrane flottant dans un espace de dimension supérieure. D'autres branes existeraient,
parallèles à la nôtre, invisibles parce qu'elles n'interagissent donc pas avec nous, sauf peut-être par la gravité. Si cette vision est juste, le dehors de notre cosmos n'est pas le néant, mais un espace plus vaste peuplé d'autres univers, chacun avec sa propre physique. Ces hypothèses, bien que spéculatives, transforment profondément la question du dehors, car si notre univers est unique, parler d'extérieur n'a pas de sens, mais s'il existe un multivers, alors le dehors prend la forme de ces autres mondes. L'expansion que nous observons pourrait être locale, propre à notre bulle, tandis que d'autres bulles naissent et s'étendent ailleurs. Le dehors cesse d'être un néant indéfinissable pour devenir une pluralité concrète, même si elle reste inaccessible. Cette idée soulève toutefois une difficulté fondamentale. Comment prouver l'existence de ces autres univers? Par définition, ils sont hors de notre horizon, inaccessibles à nos observations. Certains chercheurs espèrent trouver des indices indirects. Par exemple, si deux bulles d'univers entrèrent en collision dans le passé, cela pourrait laisser une trace observable dans le fond diffus cosmologique, une empreinte circulaire ou une anomalie statistique. D'autres cherchent des signatures dans la structure des constantes fondamentales, car si chaque univers a ses propres lois, le fait que notre cosmos possède des constantes précisément ajustées pour permettre la vie pourrait s'expliquer par un principe anthropique. Parmi l'infinité des mondes, nous vivons simplement dans celui qui rend notre existence possible. Le multivers, en ce sens, offre une réponse à l'un des plus grands mystères. Pourquoi les lois de la physique semblent-elles si finement réglées? La constante cosmologique, la force nucléaire, la charge de l'électron, de minuscules variations rendraient impossible la formation des étoiles, des planètes et de la vie. Est-ce le fruit d'un hasard improbable ou bien la conséquence d'une multiplicité? Si d'innombrables univers existent, chacun avec des paramètres différents, alors notre monde n'est pas exceptionnel. Il est simplement l'un des rares où les conditions permettent l'observateur que nous sommes. Mais cette réponse a un prix, car elle déplace la question plus qu'elle ne la résout. Dire que nous vivons dans l'univers qui permet la vie ne nous apprend rien sur la raison ultime de son existence. Et si le multivers est par définition hors de notre portée, ne s'agit-il pas d'une hypothèse métaphysique plutôt que scientifique? La limite entre science et philosophie devient floue. Le multivers n'est pas une découverte, mais une conséquence théorique, un prolongement des équations. Sa réalité reste suspendue à l'avenir de nos méthodes d'observation. Philosophiquement, l'idée des univers multiples a des implications vertigineuses. Elle relativise la notion de totalité. Ce que nous appelons univers n'est plus le tout, mais un fragment. Elle relativise aussi la notion de nécessité. Les lois que nous croyons fondamentales ne seraient là que locales, contingentes, propres à notre bulle. Dans un autre univers, la gravité pourrait être différente, la lumière pourrait obéir à d'autres règles, la matière elle-même pourrait être absente. Cette diversité radicale remet en cause notre ambition de découvrir une loi unique, valable partout et toujours. Peut-être n'existe-t-il pas de loi ultime, seulement des régularités locales dans un ensemble plus vaste. Pour l'imaginaire humain, le multivers représente à la fois une libération et une menace. Une libération, parce qu'il élargit à l'infini le champ du possible. Chaque rêve, chaque variation, chaque histoire trouve quelque part une réalisation. Mais aussi une menace, parce qu'il dissout notre unicité. Si toutes les possibilités se réalisent, alors notre existence perd sa singularité. Nous ne sommes qu'une version parmi une infinité d'autres. Le dehors devient une profusion qui relativise notre valeur. La question du dehors, dans ce cadre, prend une profondeur nouvelle. Ce n'est plus le néant qui hante notre imagination, mais la multiplicité. Le dehors n'est pas vide, mais surpeuplé. Non pas un silence absolu, mais un concert infini de mondes parallèles. Cette vision fascinante nous place devant une alternative. Soit nous acceptons l'univers comme totalité close, soit nous l'ouvrons à une immensité sans fin de possibles. Dans les deux cas, notre pensée se heurte à une limite. Dans l'un, celle de concevoir un tout sans extérieur. Dans l'autre, celle d'imaginer un ensemble qui dépasse à jamais notre horizon. La science, pour l'instant, ne tranche pas. Les modèles du multivers existent, mais les preuves manquent, non. Pourtant, la simple possibilité change déjà notre manière de poser les questions. Elle nous rappelle que ce que nous appelons univers n'est peut-être pas ultime. Elle nous oblige à considérer que le dehors, loin d'être un non-sens, pourrait être une réalité, mais d'une nature radicalement différente de ce que nous imaginions. Ce n'est pas un espace vide entourant notre monde, mais un océan d'univers, dont nous ne percevons qu'une bulle.
Lorsqu'on évoque le vide, la plupart des esprits imaginent un espace totalement dépourvu de matière, une absence absolue, une sorte de néant silencieux. Pourtant, la physique moderne a révélé une vérité bien plus déroutante. Le vide n'est jamais vide. À l'échelle quantique, il bouillonne d'activité. Des particules apparaissent et disparaissent sans cesse, surgissant du néant pour s'évanouir aussitôt, dans un jeu incessant de fluctuations. Ce vide quantique, loin d'être une toile de fond inerte, est une mer d'énergie, invisible mais omniprésente, qui façonne la réalité elle-même. En le comprenant, nous découvrons que la question du dehors de l'univers prend une nouvelle nuance. Peut-être que le vide, loin d'être un cadre passif, est le moteur de l'expansion cosmique. La mécanique quantique, née au début du XXe siècle, a bouleversé notre compréhension de la matière et de l'énergie. Elle a montré que les particules n'ont pas une existence fixe, mais qu'elles oscillent entre des états de probabilité. À cette échelle, rien n'est pour stable, rien n'est immobile. Le vide quantique incarne ce paradoxe. Même dans un espace dépourvu de particules réelles, il existe une énergie résiduelle, appelée énergie du point zéro. Cette énergie, c'est le résultat inévitable de l'incertitude quantique. Il est impossible que toutes les grandeurs physiques soient nulles en même temps. Ainsi, même le vide contient une activité irréductible. Ce concept, abstrait en apparence, a des conséquences observables. L'effet Casimir, par exemple, en fournit une preuve expérimentale. Lorsque deux plaques métalliques sont placées d'écluses très proches l'une de l'autre, elles subissent une force d'attraction inexplicable par la physique classique. Cette force s'explique par les fluctuations du vide. Certaines ondes quantiques sont exclues entre les plaques, créant une pression extérieure qui les rapproche. Ainsi, le vide exerce une influence mesurable, prouvant qu'il n'est pas un néant mais un champ actif. À l'échelle cosmologique, cette découverte prend une dimension vertigineuse, car si le vide possède une énergie intrinsèque, alors il peut agir sur l'espace lui-même. Dans les équations de la relativité générale, cette énergie se traduit par une constante cosmologique, responsable d'une pression répulsive. En d'autres termes, le vide quantique pourrait être la source de l'énergie noire, celle qui accélère l'expansion de l'univers. Ce lien entre le plus petit et le plus grand, entre les fluctuations quantiques et la dynamique cosmique, révèle une continuité insoupçonnée. L'espace qui s'étend n'est pas vide, mais animé par une énergie subtile qui échappe encore à notre compréhension. Mais ce rapprochement soulève aussi une difficulté majeure. Les calculs de la physique quantique estiment de l'énergie du vide à une valeur astronomiquement plus grande que celle observée dans l'univers. L'écart est si immense, de l'ordre de 120 puissance de 10, qu'il constitue l'un des plus grands problèmes non résolus de la physique moderne. Pourquoi l'énergie du vide semble-t-elle presque nulle à l'échelle cosmologique alors qu'elle devrait être écrasante ? Ce paradoxe, connu comme le problème de la constante cosmologique, reste une énigme. Peut-être cache-t-il une nouvelle physique, une structure encore insoupçonnée de l'espace-temps. Le vide quantique ne se contente pas d'expliquer l'expansion. Il pourrait aussi jouer un rôle dans la naissance même de l'univers. Certains modèles cosmologiques envisagent que le Big Bang soit issu d'une fluctuation quantique, un surgissement spontané à partir du vide. Dans ce scénario, le néant absolu n'existe pas. Il y a toujours un champ quantique sous-jacent, toujours une énergie minimale prête à s'agiter. L'univers serait né de cette instabilité fondamentale, comme une étincelle surgie d'une mer invisible. Ainsi, ce que nous appelons création n'est peut-être pas l'apparition à partir du rien, mais la transformation d'un état du vide en un état d'expansion. Cette vision change radicalement la manière dont nous concevons le dehors. Car si le vide est actif, alors il n'y a pas de frontière absolue entre l'être et le néant. Il existe toujours un fond d'énergie, un champ invisible, qui peut donner naissance à de nouvelles structures. Le dehors n'est plus un espace vide, mais une matrice potentielle. Cela rejoint certaines spéculations sur le multivers. Si le vide peut fluctuer, il peut engendrer d'autres univers, chacun avec ses lois. Notre cosmos ne serait alors qu'une réalisation parmi d'autres, née d'une fluctuation particulière dans le vide quantique. Philosophiquement, le vide quantique bouleverse nos intuitions. Nous avons tendance à opposer être et non-être, plein et vide, existence et néant. Mais la physique quantique montre que ces catégories sont trop rigides. Le vide n'est pas l'absence, il est une présence subtile. Il n'est pas le contraire de l'existence, mais sa condition. Cette idée rejoint, de manière étonnante, certaines intuitions anciennes. Dans le taoïsme, par exemple, le vide est vu comme une plénitude latente, la source de toute chose. En physique moderne, nous retrouvons une idée similaire.
Le vide est une énergie, un champ, une matrice. Pour notre imagination, ce constat est à la fois rassurant et troublant. Rassurant car il suggère que le néant absolu n'existe pas, qu'il y a toujours quelque chose même dans l'espace le plus dépouillé. Troublant car ce quelque chose est invisible, insaisissable, au-delà de notre expérience quotidienne. Lorsque nous regardons le ciel nocturne, nous croyons contempler un vide noir entre les étoiles. Mais ce vide est en réalité une mer bouillonnante, pleine d'énergie invisible. Ce que nous voyons comme un silence est en fait un tumulte microscopique. Les limites de l'observation nous rappellent cependant que ce savoir reste indirect. Nous ne pouvons pas voir directement les fluctuations du vide, seulement leurs effets. Nos instruments captent des indices, mais le vide quantique demeure une abstraction mathématique, difficile à relier à une image concrète. Cette difficulté explique pourquoi il nourrit autant de spéculations philosophiques. Il apparaît comme une frontière entre science et métaphysique, entre ce que nous pouvons calculer et ce que nous pouvons représenter. Dans ce cadre, la question du dehors se transforme. Peut-être que ce que nous appelons extérieur n'est qu'un autre état du vide, une fluctuation que nous ne percevons pas. Peut-être que le cosmos est entouré non pas de néant, mais d'un champ quantique infini où se cachent d'autres possibilités. Le dehors ne serait pas un lieu, mais une potentialité. Il ne serait pas une région à atteindre, mais une dimension à concevoir. En ce sens, la physique quantique rejoint la méditation philosophique. Ce que nous appelons vide est en réalité plénitude, et ce que nous appelons dehors est en réalité intérieur au tissu même de l'existence. Ainsi, le vide quantique n'est pas seulement une découverte scientifique, c'est une révolution intellectuelle qui change notre rapport au réel. Il nous montre que l'univers n'est jamais suspendu dans le néant, mais toujours enraciné dans une énergie sous-jacente. Il nous rappelle que l'expansion cosmique ne s'inscrit pas dans un extérieur, mais qu'elle naît d'une dynamique interne alimentée par les fluctuations du vide. Penser le dehors, dès lors, n'a plus de sens. Il n'existe pas de néant pur, mais une mer invisible qui se déploie partout. Et peut-être que cette mer est le véritable fondement du cosmos, le lieu où tout commence et où tout se transforme. Lorsqu'on contemple l'idée d'un univers en expansion, une interrogation subtile se dessine derrière la fascination première. Quelle était la forme globale du cosmos ? Car si l'univers s'étend, il n'est pas seulement une immensité en croissance, il possède aussi une structure, une topologie, qui pourrait déterminer s'il est fini ou infini, s'il est courbe ou plat, s'il peut se refermer sur lui-même ou s'ouvrir à l'infini. Cette question, en apparence abstraite, modifie radicalement la manière de comprendre le dehors. Car si l'univers est clos, il n'a pas de frontières et n'a pas besoin d'un extérieur. Mais si son espace est plat ou infini, il défie la pensée en ouvrant la possibilité d'une étendue sans fin, un horizon toujours fuyant. La topologie, en mathématiques, désigne l'étude des propriétés qui demeurent invariantes lorsqu'on déforme les formes sans les déchirer. Un cercle et une ellipse, par exemple, sont topologiquement équivalents, car l'un peut être transformé en l'autre par étirement. Mais un cercle et une ligne ouverte ne le sont pas, car l'un est fermé et l'autre non. Transposée au cosmos, cette discipline invite à se demander: l'univers est-il une surface fermée comme une sphère, ou bien ouvert comme un plan infini? La réponse n'est pas seulement géométrique, elle engage une vision de la totalité. Einstein, dans le cadre de la relativité générale, montra que l'espace pouvait être courbé par la matière et l'énergie. Selon la densité moyenne du cosmos, l'univers pouvait être courbe de 3 manières: positivement, négativement ou nullement. Si la densité est supérieure à une valeur critique, l'univers est fermé comme la surface d'une sphère. Il est alors fini mais sans bord. Voyager indéfiniment dans une direction ramènerait au point de départ. Si la densité est inférieure, l'univers est ouvert, avec une courbure négative comme une selle. Il s'étend alors indéfiniment sans se refermer. Et si la densité est exactement critique, l'univers est plat comme une feuille infinie. Ces 3 possibilités décrivent de Wollen des géométries radicalement différentes, avec des implications profondes pour le destin cosmique. Les observations modernes cherchent à trancher entre ces scénarios. Le fond diffus cosmologique, mesuré avec précision par les satellites WMAP et Planck, donne des indices sur la courbure globale. Les résultats montrent que l'univers est remarquablement plat, avec une marge d'erreur minime. Cela suggère qu'il pourrait être infini. Mais une incertitude demeure. Un espace très vaste mais fini peut apparaître plat à notre échelle d'observation, tout comme la surface de la Terre semble plane sur quelques kilomètres.
La question reste donc ouverte. La topologie ultime du cosmos pourrait être plus subtile qu'un simple choix entre sphère, ciel et plan. Certains chercheurs envisagent des structures plus complexes, comme des espaces en forme de tore, où voyager en ligne droite ramènerait au point de départ après avoir parcouru une distance immense. Dans un tel univers, la lumière elle-même pourrait se répéter, créant des motifs de résonance dans le fond diffus cosmologique. Nous pourrions voir des copies de galaxies lointaines, sous différents angles, comme des reflets dans un miroir cosmique. Cette hypothèse, bien que fascinante, n'a pas encore trouvé de confirmation, mais elle illustre la richesse des possibilités topologiques. La topologie de l'univers influence aussi sa destinée. Dans un cosmos fermé, l'expansion pourrait un jour s'arrêter et se renverser en un effondrement général, le Big Crunch. Dans un univers ouvert ou plat, l'expansion se poursuivrait indéfiniment. L'énergie noire, en accélérant la dilatation, modifie encore ce tableau. Même un univers fermé pourrait s'étendre éternellement si cette énergie domine. Ainsi, la forme globale n'est pas seulement une question géométrique, mais une clé pour comprendre l'avenir du temps. Penser la topologie nous oblige aussi à réviser la question du dehors, car un univers fermé, comme une sphère, n'a pas besoin de contenant. La surface terrestre existe sans qu'il faille imaginer un au-dessus pour l'expliquer. De même, un univers fini mais sans bord se suffit à lui-même. En revanche, un univers infini confronte notre esprit à une autre limite, celle de concevoir une étendue sans fin. Là encore, le dehors n'existe pas, mais notre imagination cherche à le réintroduire, comme si l'infini devait être inscrit quelque part. La topologie montre que le dehors n'est pas une nécessité, mais une illusion née de nos habitudes. Cette réflexion n'est pas purement scientifique, elle touche aussi au philosophique, car la forme de l'univers détermine notre rapport à la totalité. Si le cosmos est clos, nous vivons dans une enceinte autosuffisante, un monde sans extérieur. Si le cosmos est infini, nous sommes plongés dans une immensité sans limite, où chaque région n'est qu'une partie d'un ensemble sans bord. Ces deux visions nourrissent des imaginaires différents. L'une rassurante, l'autre vertigineuse. Dans la première, le tout est complet. Dans la seconde, il ne l'est jamais. La topologie interroge aussi notre place. Dans un univers fermé, nous pouvons concevoir la totalité comme une forme achevée. Dans un univers infini, nous ne pouvons jamais saisir le tout, seulement des fragments. Cette impossibilité d'embrasser la totalité rejoint le paradoxe de l'observation. Nous sommes confinés à notre horizon, incapables de voir si le cosmos se referme ou s'ouvre. La topologie devient alors une énigme insoluble, inscrite dans la nature même de notre perspective. Pourtant, cette limite nourrit la créativité scientifique. Les chercheurs imaginent des expériences pour détecter d'éventuelles signatures topologiques, comme la répétition de motifs dans le fond diffus. D'autres étudient les grandes structures cosmiques, les filaments et les vides, à la recherche d'indices. Mais jusqu'ici, les résultats restent compatibles avec un univers plat et immense. La question demeure, suspendue entre hypothèse et observation. Philosophiquement, la topologie de l'univers invite à reconsidérer la notion de frontière. Elle montre que le dehors n'est pas une donnée objective, mais une projection de notre pensée. Dans un univers fermé, la frontière n'existe pas, bien que l'espace soit fini. Dans un univers infini, la frontière n'existe pas non plus, car il n'y a pas de limite. Dans les deux cas, le dehors est une illusion. Cette leçon déroutante nous pousse à accepter que certaines questions n'ont pas de sens dans le cadre cosmique. Pourtant, nous continuons à les poser. Car notre imagination, insatisfaite, cherche toujours à dépasser les limites. Penser la topologie, c'est accepter ce vertige. C'est reconnaître que l'univers a une forme, mais que cette forme dépasse notre expérience. C'est comprendre que le dehors n'est pas nécessaire, mais que notre esprit en éprouve le besoin. Et c'est finalement accepter que la question de la forme globale du cosmos demeure ouverte, suspendue entre la rigueur des équations et le silence des étoiles. Lorsque nous parlons du cosmos, nous nous appuyons inévitablement sur nos sens, sur notre intuition visuelle, sur les images mentales que notre expérience quotidienne façonne en nous. Or, ces outils, si précieux dans la vie ordinaire, deviennent trompeurs lorsqu'il s'agit d'imaginer l'univers dans sa totalité. La question du dehors illustre parfaitement ce paradoxe. Nous voulons voir le cosmos comme un objet limité, semblable à une sphère ou à un ballon, mais cette perception est une illusion née de notre manière terrestre de penser l'espace. Nos yeux et notre imagination nous trahissent,
car ils nous obligent à représenter ce qui dépasse toute représentation. L'illusion la plus tenace est celle du contenant. Lorsque nous voyons une pièce, une vallée ou une planète, nous percevons toujours une frontière, un bord, un mur ou un horizon. Nous projetons spontanément cette expérience à l'échelle cosmique. Nous pensons que l'univers en expansion doit gonfler dans quelque chose, comme un ballon dans l'air. Pourtant, la relativité générale nous apprend que l'espace-temps n'a pas besoin d'un contenant. L'expansion n'est pas le mouvement d'un objet dans un milieu, mais l'étirement du tissu même de la réalité. Cette distinction est difficile à assimiler, car nos sens nous incitent à imaginer l'extérieur. L'illusion du contenant persiste comme un réflexe visuel, même lorsque la raison la réfute. Une autre illusion tient à notre perception du temps. Nous vivons le temps comme une succession d'instants, une flèche irréversible qui nous mène du passé vers l'avenir. Nous pensons donc naturellement que le Big Bang a eu lieu à un moment, dans un cadre préexistant, et que l'univers s'est ensuite développé. Mais cette vision repose sur une erreur de perception. Le Big Bang n'est pas un événement dans le temps, c'est la naissance du temps lui-même. Imaginer un avant ou un dehors relève du contresens. Pourtant, nos esprits, incapables d'abandonner l'idée d'une continuité temporelle, fabriquent sans des images trompeuses, comme un néant antérieur ou un extérieur spatial. L'illusion temporelle, inscrite dans notre expérience quotidienne, nourrit ces erreurs de perspective. Nos sens nous trompent aussi sur l'échelle. Nous vivons dans un monde où les distances sont modestes, où l'horizon terrestre est limité. Lorsque nous contemplons le ciel nocturne, nous croyons voir une voûte parsemée de points lumineux. Mais ces étoiles, en réalité, sont des soleils immenses situés à des années-lumière. L'impression d'une surface proche est une illusion, une reconstruction de notre cerveau. Le cosmos n'est pas une sphère au-dessus de nous, mais une immensité dans toutes les directions. Pourtant, même armés de connaissances, nous continuons de percevoir le ciel comme une coupole. L'illusion visuelle persiste, renforcée par des millénaires de représentations culturelles. Les illusions de la perception ne sont pas seulement sensorielles, elles sont aussi conceptuelles. Notre langage est façonné par des oppositions simples, dedans et dehors, fini et infini, haut et bas. Ces catégories nous aident à structurer notre expérience quotidienne, mais elles deviennent des pièges lorsqu'on les applique à l'univers. Dire que l'univers est tout suppose qu'il existe un rien en dehors. Dire qu'il est fini suggère une limite, et dire qu'il est infini implique une extension inscrite quelque part. Ces mots, utiles dans notre monde, produisent des illusions lorsqu'ils s'appliquent au cosmos. Ils nous enferment dans des représentations inadéquates, difficiles à dépasser. Les neurosciences nous apprennent que notre cerveau est un organe de survie, pas un instrument conçu pour saisir l'infini. Il a évolué pour gérer les distances humaines, les dangers immédiats, les repères familiers. Il n'est pas fait pour concevoir la courbure de l'espace-temps ou l'énergie du vide. Ainsi, lorsque nous affrontons ces réalités, nous utilisons des analogies, des métaphores, des images qui simplifient mais trompent. Le ballon, le gâteau qui lève, la sphère sans bord. Autant de tentatives pour dépasser nos limites perceptives, mais qui risquent d'ancrer de nouvelles illusions. Pourtant, ces illusions ne sont pas inutiles. Elles sont des tremplins. Elles permettent d'approcher l'inaccessible, de donner une forme provisoire à l'inconcevable. En ce sens, elles sont comparables aux mythes anciens. Les civilisations antiques représentaient le ciel comme une voûte ou un océan céleste. Nous savons aujourd'hui que ces images sont fausses, mais elles ont permis d'organiser la pensée et d'avancer vers une compréhension plus fine. De même, nos métaphores modernes sont des étapes, des échafaudages conceptuels que nous devrons un jour dépasser. Les illusions de la perception montrent aussi que la question du dehors n'est pas seulement scientifique mais existentielle. Nous avons besoin d'un cadre, d'une limite, d'un horizon, car cela nous rassure. Un univers sans bord, sans extérieur, défie nos repères les plus profonds. Il nous place devant une immensité indomptable. Nos illusions traduisent ce besoin de sécurité, cette tentative d'apprivoiser l'infini en le réduisant à une image connue. Mais en acceptant que ces images soient non trompeuses, nous faisons un pas vers une humilité nouvelle, reconnaître que l'univers ne se plie pas à nos perceptions, mais qu'il exige de nous une transformation de la pensée. Ainsi, les illusions de la perception sont des miroirs. Elles reflètent notre difficulté à concevoir un cosmos sans dehors, mais elles révèlent aussi notre capacité à dépasser nos propres limites. Car même si nous voyons le ciel comme une coupole, même si nous pensons l'expansion comme un ballon, nous savons désormais que ces images sont fausses. Cette lucidité est déjà une victoire.
Elles montrent que nous pouvons nous libérer de nos intuitions trompeuses pour entrer dans un domaine où la raison prend le relais. Et peut-être est-ce là le véritable rôle des illusions. Non pas nous enfermer, mais nous pousser à aller plus loin, à chercher ce qui se cache au-delà des apparences.